Bien, donc nous passons à notre table ronde pénale pour évoquer, on a beaucoup évoqué l'évolution de l'Office du juge des enfants d'assistance éducative hier. Aujourd'hui, on va l'évoquer sous l'angle pénal, avec évidemment tous les changements en lien avec la mise en œuvre du Code de la justice pénale des mineurs. Pour pouvoir évoquer ce sujet, donc, nous avons Myrtis Vinas-Roudière, qui est donc juge des enfants à Bobigny, côté juge des enfants. Alors, si on reste côté justice, donc nous avons Antoine Leroy, donc procureur adjoint à Toulouse, et donc en charge du parquet mineur jusqu'à aujourd'hui, voilà, qui par ailleurs dirige la formation CJPM continue à l'ENM, donc a aussi ce regard de magistrat qui a vu dans le cadre de la formation continue d'autres collègues. Nous avons côté PJJ, donc Monsieur Guimbelet. Voilà. Jean-Christophe, je ne voulais pas écorcher votre nom. Donc, vous êtes responsable des politiques institutionnelles dans les Yvelines. Et nous avons donc Isabelle Corrales, qui est la seule à avoir le droit à son nom qui soit. Je suis vraiment désolée pour les trois collègues qui n'ont pas leur petit nom très joli, mais donc Isabelle Corrales, vous êtes avocate donc au barreau de Lille, et donc vous allez pouvoir vous exprimer les uns et les autres, à la fois sur ce que vous avez pu percevoir de l'évolution de l'office du juge des enfants, mais également de vos offices à vous, des impacts que ça a sur vos professions respectives. Alors, dans le temps, mais surtout depuis le Code de la justice pénale des mineurs, et aussi éventuellement faire un peu de prospective sur les évolutions possibles à venir pour peut-être que le système... les évolutions possibles aussi de cet office. Donc je vous donne tout de suite la parole. Donc on va peut-être commencer par Myrtis pour le premier concerné sur l'office du juge des enfants. C'est le juge des enfants, donc on va te donner la parole en premier, même si c'est vrai que dans l'ordre, on aurait pu commencer par le parquet qui arrive en tout premier dans le processus, mais je vais donner la parole à Myrtis d'abord. Alors bonjour, donc je suis juge des enfants depuis 7 ans, donc j'ai pu avoir un petit peu d'ordonnance de 45 et un petit peu débuté avec le CJPM et les changements que ça a amené, avec toujours quand même une grande continuité à la fois dans les principes qui sont appliqués évidemment dans la justice pénale des mineurs, mais aussi dans les objectifs qui sont toujours pour moi accompagner le jeune, essayer de le laisser un peu mieux que quand on l'a rencontré, et puis ce qui passe aussi par arrêter dans l'idéal la commission d'infraction. Moi, ces dernières années, sur les pratiques professionnelles, je vois plusieurs changements. Alors, c'est des réflexions un petit peu générales et avec beaucoup de tâtonnements. Je ne suis pas là du tout, évidemment, avec des réponses, mais plus avec les questions que je me pose au quotidien en tant que juge des enfants. Et les transformations que je vois ces dernières années, elles sont pas mal liées moi, au fait qu'on a de manière plus explicite mis le mineur au centre du travail éducatif, plus que les faits. Également un mélange avec le CJPM de plus grande flexibilité par certains côtés, mais aussi d'une plus grande rigidité par d'autres. Et enfin, pour moi, la question qui s'ouvre un peu, c'est le champ à investir qui est le post-sententiel, pour lequel je pense, en tout cas moi pour ma part, c'est vraiment encore un petit peu difficile à investir. Alors d'abord sur la question du mineur qui est au centre du travail éducatif. Bien sûr, un mineur en matière pénale, on nous le présente par rapport à des faits qu'on le soupçonne d'avoir commis, mais le CJPM est vraiment beaucoup dans une logique de parcours. Alors, je dirais que ça n'a pas tout inventé, ça existait déjà avant, mais là, c'est dit de manière assez claire, et ça a changé aux différents moments de la procédure, je trouve, l'approche. Alors d'abord, moi, j'avoue qu'avoir été pas mal déstabilisée au départ, si on fait un peu l'ordre chronologique du parcours du mineur, sur mes premiers déferments CJPM, je savais
plus du tout comment faire, puisque on était passé d'une audience mise en examen où on recueillait quand même les éléments à charge et à décharge du mineur avec un vrai interrogatoire quand même pour les mineurs. Et là, on ne parle plus des faits, on lui explique qu'il va y avoir une audience bientôt pour en parler, donc je ne savais plus du tout comment faire. Et mes premières audiences CJPM, c'était des audiences d'assistance éducative où je parlais que de la vie du mineur, et je pense qu'il sortait, on se demandait un petit peu pourquoi il avait été déféré. Donc voilà, moi ce que j'ai fait petit à petit, c'est qu'en fait j'ai réintroduit les faits, déjà en leur demandant si eux ils voulaient en parler, ensuite en leur posant des questions un petit peu périphériques quand eux ils n'en parlaient pas d'eux-mêmes, et qui font que assez naturellement on revient à en parler. Voilà, pourquoi vous étiez dehors à cette heure-là, et puis bon, petit à petit ça revient. Et quand vraiment c'est pas possible d'en parler avec le mineur directement qui souhaite pas en parler, moi j'en parle souvent quand la procédure, je trouve qu'elle tient quand même un peu la route et que je comprends pourquoi il est devant moi. J'explicite pas mal les éléments à charge à destination des parents. Voilà, parce que quand le mineur il conteste, parfois les parents ils sortent un peu avec l'idée que leur enfant il est innocent et qu'il a été vraiment injustement traité, et que je trouve ça bien qu'ils puissent reprendre avec eux. D'ailleurs, je dis aux mineurs, vous me dites ce que vous avez à me dire, mais à vos parents, il y a peut-être aussi d'autres choses que vous pouvez leur dire à eux. Je trouve aussi que l'approche, elle a pas mal changé sur la question de l'audience culpabilité. Sur deux plans, moi je dirais la question des victimes et la question des co-auteurs, puisqu'avant on rencontrait les mineurs d'abord individuellement en mise en examen. Et ça faisait qu'en général, on avait beaucoup des mineurs qui reconnaissaient, on avait commencé à travailler avec eux. Et quand il y avait l'audience, ils avaient déjà souvent reconnu les faits, au moins en partie, ils s'étaient déjà un peu remis en question. Et ça faisait que plus tard, un peu naturellement à l'audience, c'était des audiences qui se passaient bien. Aujourd'hui, moi je trouve que c'est très compliqué les faits en réunion pour les mineurs, puisque ils sont tous ensemble, du coup ils ont envie de montrer à leurs copains qu'ils sont très bien et très courageux, et donc voilà, ça c'est un problème, et on pourra peut-être en parler de comment est-ce que chacun essaye de le résoudre. Et puis à la place des victimes, où elles sont là dès la première audience, ce qui est souvent donc le moment où le mineur il n'a pas fait le travail du tout et c'est un peu violent. Donc c'est bien qu'il y ait les victimes, mais en même temps c'est difficile d'en faire usage. Alors moi j'ai vu un petit peu des tentatives, c'est-à-dire que j'ai des éducateurs PJJ qui ont commencé à proposer à des victimes de faire la réparation avec elles, donc j'attends de voir un petit peu ce que ça va se passer, ce que ça va donner, mais ça pour moi c'est un changement important dans mon travail et ma pratique. Ensuite, ce qui a profondément bouleversé les choses, c'est la question de la sanction, où moi je suis encore en train de chercher jusqu'où je parle des faits dans l'audience sanction, et parce qu'on a déjà fait une audience sur la sanction, sur la culpa, et parce qu'on n'a pas le temps. Donc je dirais que ça dépend de la nature des faits. Plus les faits sont graves, plus j'y reviens, mais c'est beaucoup centré sur le rapport du mineur à ces faits. Après, la limite de ça, c'est qu'est-ce qu'on en fait quand le mineur n'était pas là à la première audience, ou quand il y a une victime qui n'était pas là à la première audience mais qui vient à la deuxième. Donc là, il y a vraiment quelque chose aussi à travailler. Sur la question flexibilité et rigidité, le CJPM il a amené une certaine flexibilité avec notamment la suppression des TPE obligatoires pour certains faits qui là permettent une certaine liberté pour le juge des enfants qui est assez appréciable. Je dirais aussi dans la question de l'audiencement où on peut passer d'une audience TPE culpa cabinet à un TPE, rapprocher des procédures, accélérer. Mais ça, pour moi, à l'heure actuelle, dans ma pratique, c'est une flexibilité qui est très théorique parce que la masse fait que j'ai pas du tout le temps d'être dans une logique d'anticipation du mineur. Je suis un petit peu dans un quotidien qui permet pas forcément d'en tirer tous les partis qui sont pourtant assez intéressants dans le principe. Ensuite, je dirais qu'il y a aussi la question de la rigidité avec d'abord les délais. Sur lesquels avant, moi j'avais parfois des stratégies d'audiencement, c'est-à-dire j'arrêtais d'audiencer pour certains mineurs parce qu'ils étaient vraiment dans une phase compliquée, et donc j'attendais qu'ils remontent un petit peu pour accompagner des sanctions qui étaient peut-être moins sévères. Là aujourd'hui, c'est des délais et qui s'accompagnent aussi du problème des moyens, puisque on a eu un peu de moyens supplémentaires, mais pas beaucoup. Et ça, ça fait qu'on est conduit à prioriser le pénal et à être cadré dans le pénal sans forcément pouvoir assumer derrière.
Et je pense que sur la question de la rigidité, il y a la question pour le juge des enfants du parquet, puisque c'est le parquet qui audience en TPE et en culpa ou en CAB pour la culpa. Et ça nécessite un gros dialogue avec le parquet sur qu'est-ce qu'on en attend avec, et peut-être on en parlera dans les discussions, on n'a pas forcément la même vision de quel est le but de mettre en TPE ou en culpa. Alors je pense que c'est important de faire beaucoup de réunions, de beaucoup en discuter avec les collègues du parquet. Et également, nous, on a maintenant une pratique qui se développe pour les audiences de cabinet avec des réquisitions écrites du parquet sur qu'est-ce qu'ils attendent de l'audience. Et ça, c'est aussi intéressant et ça les incite à orienter en cabinet pour la culpabilité. Et ensuite, pour moi, la question finale, c'est la question du post-sententiel, puisque avant, on travaillait vraiment presque que en pré-sententiel, et puis on arrivait à l'audience, et puis c'était fini, et puis voilà, sauf certains sursis probatoires, puisque quand on arrivait 1 an et demi après les faits, en fait, tout le travail l'avait été fait avant. Aujourd'hui, on est censé travailler beaucoup plus en post-sententiel, puisque la sanction, elle intervient plus tôt, mais on n'a pas forcément ni l'habitude, ni le réflexe, ni le temps, magistrat plus greffe, d'avoir des audiences post-sententielles. Ça justifierait qu'on ait des audiences presque programmées tous les mois, tous les 2 mois, j'en sais rien. Moi, c'est pas du tout le cas et c'est vraiment au jour le jour. Et à chaque fois, j'ai l'impression de devoir me former, de réinventer sur des sujets que je maîtrise pas forcément autant que j'aimerais le faire. Et ensuite, on a la question des... Ça, pour moi, il y a à la fois le milieu ouvert et les peines fermes, puisque en milieu ouvert, on est beaucoup plus amené à suivre nous-mêmes nos mineurs et moins les confier au JAP, puisqu'ils sont encore mineurs quand on les condamne. Et puis, il y a la question des peines fermes, avec à la fois nous, à Bobigny, on utilisait... En réalité, quand il y avait une détention provisoire pour les mineurs, ils restaient 4 mois en DP et souvent ils avaient une peine qui était de cet ordre-là et ils ressortaient. Ce qui était assez contestable, puisque en réalité ils faisaient leur peine avant d'avoir été jugés. Maintenant, on les juge très rapidement et si on met une peine ferme, on a la question du télescopage de la LPJ qui limite vraiment les peines fermes aujourd'hui. Et qui me semble, en tout cas à moi, pas forcément très adapté à la question du mineur, parce que du coup la question se pose... quand je me pose la question de mettre une peine ferme à un mineur, c'est que j'ai vraiment tout essayé avant, avec des outils qu'on n'a pas chez les majeurs, le placement, etc. Et la question se pose, est-ce que du coup ça veut dire que je mets 7 mois en TPE avec mes assesseurs, ou est-ce qu'on joue le jeu de la LPJ? Est-ce qu'on argumente que c'est impossible, ce qui est quand même dans le texte et dans la jurisprudence de la Cour de cassation assez limité. Donc moi je trouve que c'est pas forcément pensé pour les mineurs, en sachant qu'une courte peine pour un mineur, elle peut faire sens déjà au vu de son âge en termes de proportionnalité. Puis je pense qu'elle n'a pas forcément les mêmes effets désocialisants, parce qu'il y a quand même un travail vers la sortie qui est censé être accompli avec la PJJ, et c'est parfois la première étape d'un processus. Alors moi, j'y ai été moins confrontée, mais il y a aussi les sorties assez rapides qui peuvent être décidées, y compris avec les aménagements de peine automatiques qui sont prévus. Et puis ça, avec une perte de contrôle du juge des enfants de son mineur, parce que s'il n'est pas incarcéré sur le ressort, on n'est pas forcément informé de ce qui va se passer pour lui. Et puis d'un coup, on apprend qu'il est sorti sous aménagement, ce qu'on ne savait pas. Ou peut-être là, on a un travail d'amélioration entre collègues de circulation de l'information, mais ça nécessite toujours d'avoir un petit peu de temps. Voilà, donc plus de questions que de réponses sur l'évolution des pratiques professionnelles. Voilà, l'objectif est toujours le même, mais après, les moyens, on est vraiment en train de les expérimenter et de les découvrir encore à ce stade. Merci. Merci Myrtis. Je propose qu'on enchaîne parce que ça nous permettra d'avoir des échanges entre tous ensuite. Donc je vais tout de suite donner la parole. Vous avez décidé de faire dans cet ordre-là. Le parquet aime bien avoir la parole en dernier, en avant-dernier, avant l'avocat. Effectivement, on va faire dans l'ordre du procès, finalement, puisque la PJJ parle avant le parquet, qui parle avant l'avocat. Donc très bien, je m'y plie. Bien, donc je suis Jean-Christophe Gamblet, je suis responsable des politiques institutionnelles à la direction territoriale de Versailles depuis 8 ans.
Je suis en charge de l'accompagnement et de la mise en œuvre du CJPM auprès des professionnels du territoire, dans le cadre de commissions, de réunions, de séminaires. Je participe également aux COPIL qui se tiennent à peu près une fois tous les 6 mois avec les cadres des services de la PJJ et les magistrats du TJ de Versailles, ce qui me permet de pouvoir évoluer, voir l'évolution du CJPM sur les pratiques professionnelles, mais aussi sur l'activité des services. Mes propos seront centrés sur le ressort des Yvelines, qui est de dimension moyenne. Il y a 8 juges des enfants, 10 substituts sur le pôle enfance-famille. Et côté PJJ, nous avons 2 STEMO, 2 EPEI, un SEPM et un service habilité exclusif, réparation, et, enfin SRP et SJE. Alors, le premier grand changement induit par le CJPM, eh bien, c'est l'introduction de la césure. Le parquet qui a la main sur l'audiencement a souhaité, enfin en tous les cas, poser dès le départ une politique très claire en s'appuyant sur le principe du respect systématique des délais, audience sur la culpabilité, audience sur la sanction. Et pour tenir ces délais, le parquet et la PJJ ont élaboré ensemble un référentiel des mesures alternatives aux poursuites et compositions pénales, avec des fiches pour chaque stage que peut proposer plutôt le secteur associatif sur le versant des alternatives aux poursuites et la PJJ sur le versant de la composition pénale. Le tout, ça permet de prendre en charge à peu près 500 jeunes sur une année. À titre indicatif, les milieux ouverts suivent 1250 jeunes sur une année. En tous les cas, en 2023, c'était comme ça. Donc, dans la phase de préparation du CJPM, nous avons eu des contacts très fréquents avec les juges coordonnateurs et par la suite aussi à chaque étape de la procédure. Je remercie vraiment les juges des enfants qui sont rendus disponibles et aussi qui sont rendus disponibles pour aller à la rencontre des équipes dès que le CJPM a été mis en œuvre, parce que bon, ça permet d'avoir des échanges et des échanges réciproques sur beaucoup de questions, de doutes, pouvoir exprimer ses besoins. Et on a aussi sur notre territoire à peu près 30% de contractuels. Donc ça leur permet aussi d'avoir une meilleure connaissance de la compréhension du système judiciaire. Et ça, c'est vraiment très, très important actuellement, d'autant que le resserrement de la procédure judiciaire et le poste sententiel constituait quand même un bouleversement majeur chez les professionnels de la PJJ. Très habitués à travailler dans le pré-sententiel et le post-sententiel qui prend finalement maintenant le pas sur ce qui était avant le pré-sententiel constitue un bouleversement à la fois dans la prise en charge du mineur, mais aussi dans l'approche philosophique globale de la mesure. Les éducateurs qui travaillent à l'UAT et en milieu ouvert sont les premiers impactés. Il y a un sentiment vraiment chez eux très fort de perte de valeur éducative, de désorganisation, d'être dans une gestion de l'urgence et puis voilà, pour être présent aux audiences, pour écrire les rapports. Donc voilà, nous sommes dans cette phase de déstabilisation qui existe encore. Il y a beaucoup de professionnels qui, pour faire face à ces changements, ont eu comme attitude, j'ai envie de dire, de protection, de fonctionner avec le CJPM comme il fonctionnait avec l'ordonnance de 45.
c'est essayer de faire rentrer un rond dans un carré, c'est compliqué. Donc la DT 78 a priorisé son action sur plusieurs axes. Le principe d'une évaluation en continu du jeune, avec l'appui de tous les dispositifs qui interviennent dans la prise en charge pour avoir des regards croisés et une évaluation qui soit la plus complète possible. La réversibilité des parcours aussi, notamment avec la réussite éducative. Une meilleure prise en compte de la victime avec la création du pôle de justice restaurative. L'appropriation du bloc peine dans le cadre du poste sententiel et une communication continue avec la juridiction. Sur la période entre la commission des faits et l'audience de culpabilité, les professionnels ont à peu près, on va dire, 1 mois et demi, 2 mois dans les meilleurs cas pour préparer cette audience. Donc, ce qui veut dire que le RRSE est quand même la pièce centrale qui sert d'appui à l'évaluation et sur cette première phase de la procédure. Donc, nous avons besoin de vraiment optimiser ce temps-là et le RRSE est renforcé généralement par la rencontre du délai à 5 jours que peut faire soit l'éducateur référent, soit le responsable d'unité. Nous avons choisi à la direction territoriale des Yvelines de doter l'équipe de l'UAT d'un éducateur supplémentaire et d'une psychologue à mi-temps pour aussi étayer le temps du RRSE, le temps voilà, pour avoir des éléments les plus aboutis en termes de RRSE. Et nous avons demandé aux éducateurs de l'UAT d'être présents à l'audience sur la culpabilité pour les mineurs non connus. Ce qui permet d'occuper cette place, de voir ce qui se passe au moment de l'audience, parce qu'il y a toujours des choses intéressantes qui peuvent être dites, notamment par rapport à la victime, par rapport aussi voilà, comment se comporte le jeune, comment se comporte la famille. Donc les éléments recueillis par l'UAT sont transmis très rapidement au milieu ouvert, qui peut aussi avoir des éléments complémentaires par rapport au RRSE qui arrivera. Voilà, donc ça donne une vision un peu plus globale pour engager le travail du milieu ouvert. Voilà, donc on s'aperçoit que déjà certains jeunes peuvent avoir une mesure. Alors c'est souvent des CJ, des MEJ qui sont prononcés, enfin des MEJ-P qui sont prononcés à cette phase avec différents modules. Bien souvent, vous avez, quand le magistrat veut insister sur l'aspect insertion, eh bien, il coche le module insertion. Quand il y a un problème d'ILS, le module santé peut être coché et des fois aussi le module placement. Des fois, il y a eu les 3 modules sont cochés en même temps. Quand il y a un nouveau fait qui arrive, il peut y avoir à nouveau un module insertion qui est coché. Voilà. Donc, des fois, l'idée, c'est peut-être d'affiner un petit peu la proposition qui pourrait être faite sur des deuxièmes faits qui arriveraient et peut-être, pourquoi pas, des fois on se pose la question de si le jeune passe en audience unique, je veux dire en chambre du conseil, peut-être
que l'éducateur, qui peut avoir le temps de travailler avec des éléments complémentaires, pourrait commencer à travailler peut-être un tige en termes de proposition ou une orientation vers un UAJ pour renforcer le module insertion. Voilà, c'est des hypothèses qu'on a de travail pour ne pas reproduire à chaque fois un empilage de mesures identiques qui fassent que finalement on est sur toujours les mêmes critères. Ce qui est plus compliqué à mettre en place pour nous sur cette phase, c'est le module placement. Le module placement d'une mège, c'est vrai qu'on a des dispositifs de placement qui sont extrêmement complets. C'est difficile de trouver des places et c'est bien souvent les alternatives à l'incarcération qui permettent de placer plus facilement un jeune. Voilà. Oui. Entre l'audience de culpabilité et l'audience de sanction, cette phase doit permettre quand même, elle est pour nous très importante parce qu'on doit vraiment avoir du temps pour travailler sur cette phase. C'est la phase où on fait les hypothèses, où on commence à travailler, à vérifier différentes possibilités, à mesurer si le module de réparation a fonctionné, par exemple. Ah, d'accord. Pardon. Donc voilà, cette phase permet de mesurer la situation du jeune entre l'audience de culpabilité, voire la commission des faits, et où il en est aujourd'hui. Pour nous, sur les situations simples, on est très partant pour proposer des réussites éducatives. Quand la situation est simple, que le jeune s'est acquitté de sa mesure de réparation, qu'il a engagé un travail, eh bien, voilà. Pour les situations qui ne sont pas forcément abouties, bien souvent, on a des mèges de 2 ans avec un module de réparation. Et nous, c'est vrai qu'on préconise plutôt que si la mesure de réparation est faite au bout de 6 mois, qu'on aille sur une réussite éducative. Aussi, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, de plus en plus, les services de milieu ouvert ont des jeunes majeurs. Voilà, donc beaucoup de jeunes majeurs, que les établissements aussi de placement se remplissent de jeunes majeurs. On a au moins 50% maintenant de jeunes majeurs dans les unités de milieu ouvert. On a un USDR, eh bien, on a 50% de jeunes majeurs voilà, donc on a un engorgement de nos services et je crois qu'il faut être vraiment vigilant à ça. Je vais aller un peu plus vite. Où la PJJ est en difficulté, c'est pour les jeunes multirécidivistes. En fait, j'ai envie de dire, c'est ceux qui sont... on a au SEPM qui intervient au plan national. Hein, il n'est pas uniquement centré sur les Yvelines. En 2023, il y a eu 81 mineurs incarcérés en vue d'une audience unique. C'était le double de l'année d'avant. Et voilà, donc ces jeunes, la moitié de ces jeunes sortent au moment de l'audience unique. Donc ils sont incarcérés sur des périodes qui sont aux alentours de 3 semaines, mais où on arrive strictement à rien mettre en place. Le temps ne permet pas de faire une proposition. Et donc ce sont en plus souvent des sorties sèches dans la famille. On n'a pas pu forcément préparer le placement extérieur qui permettrait de le prendre en charge. Voilà. Donc sur ça et sur l'évolution législative dont on parlait tout à l'heure,
LSCD, qui divise pratiquement par 2 le temps de détention. C'est pareil, il faut être très très réactif. Et nos services, c'est vrai, ont besoin d'anticiper davantage, de travailler le poste sententiel et de travailler vraiment à la fois avec les avocats et avec les juges pour enfants. Voilà, 2 mots sur la justice restaurative quand même, puisque, si vous me le permettez, c'est vrai que ce pôle a été mis en place au moment du déploiement du CJPM. Nous avons 2 éducateurs qui sont formés et qui ont du coup été missionnés pour promouvoir le concept auprès des services de la PJJ mais du SAH. L'objectif, c'est bien sûr de faire dialoguer victimes, auteurs de façon directe, mais surtout en indirect, finalement, pour dépasser les conséquences suite à un acte posé et dans un but d'apaisement aussi. Alors, cette démarche est très contrôlée par l'ADT. Il y a des évaluations régulières qui sont faites dans le cadre de COPIL, où sont présents les magistrats. Les éducateurs eux-mêmes bénéficient d'une supervision avec un temps qui est plutôt que sur une supervision technique et une autre sur une supervision clinique. Et aujourd'hui, le dispositif a été très lent à démarrer. Il faut vraiment convaincre. Les éducateurs avancent. Les magistrats ne donnent pas d'explication, ne présentent pas le dispositif lors des audiences, mais voilà, les éducateurs travaillent sur des plaquettes de présentation et les orientations sont faites par les services de milieu ouvert qui orientent eux-mêmes les jeunes. Donc il n'y a pas une information à tous les jeunes, ça c'est pas encore le cas, mais les choses avancent. Et il y a 5-6 situations qui sont actives. Et depuis la création du pôle, il y a une dizaine de jeunes qui ont été suivis dans le cadre de ce dispositif. Ce qui permet aussi aux éducateurs, enfin, ils ont vraiment une pratique et une technicité qui est intéressante. Et aujourd'hui, sur le territoire des Yvelines, on a quand même pas mal de cas de harcèlement. Et ils sont en capacité de monter de façon très réactive des stages pour prendre en charge des jeunes dans ce cadre-là. Donc voilà, c'est un dispositif qui est très intéressant, qui évolue. Voilà. Donc globalement, nous, on a comme vraiment piste de travail encore, de travailler la maîtrise des dispositions du bloc peine. La place de l'avocat unique aussi à travailler, ça c'est quelque chose qui est important. Voilà, et les articulations aussi avec le SPIP par rapport à la problématique de l'augmentation des jeunes majeurs dans nos services. Merci beaucoup pour toutes ces observations et puis aussi ces perspectives, avec notamment votre dispositif de justice restaurative. On voit bien que ces nouvelles approches, il faut du temps. Oui. Pour qu'elles puissent s'implanter et puis qu'on puisse se les approprier aussi les uns les autres. Antoine, la parole est au parquet. Bonjour tous, je sais pas si ça fonctionne. Ah non, ça fonctionne. Ah oui, d'accord. Okay. Bonjour à tous, donc Antoine Leroy, PRA Toulouse, parquet des mineurs, pour quelques mois encore et depuis bientôt 5 ans. Alors, je vais être bref, parce que le temps est quand même compté, puisque évidemment on a pris du retard. Mais peut-être donc pour parler exclusivement du parquet, puisque alors je ne sais pas s'il y a beaucoup de parquetiers dans la salle. Je ne sais pas s'il y a d'ailleurs beaucoup de... Oui, bon. Ah, oui, c'est vrai, tu t'es présenté. Je ne sais pas d'ailleurs si dans l'association que tu présides... Alors, à l'heure actuelle, nous n'avons pas de parquetier, je crois, mais nous en avons eu et nous serions ravis d'en avoir de nouveau. Ouais, bon. Donc, le point de vue du parquet peut être complètement méconnu, finalement, de l'association. C'est pour ça que je vais en parler maintenant.
Alors je pense que le CJPM, hein, maintenant qu'on commence à voir comment il fonctionne, je pense que le parquet est sans doute celui qui est le plus heureux de la mise en œuvre du CJPM. Et ça a commencé tout de suite. On s'en est rendu compte en fait la veille de l'entrée en vigueur du CJPM, puisque tous les parquets étaient, enfin surtout aussi les gros parquets, mais les petits parquets aussi. On était tous dans nos starting blocks, parce que 2 jours avant, on n'avait toujours pas les trams Cassiopée pour le parquet, et c'est 24 heures avant que la chancellerie, dans sa grande générosité, avait injecté toutes les trams parquets dans Cassiopée, alors que pour le siège, je crois que vous êtes encore dans une... C'est toujours, voilà, ce qui est quand même quelque chose d'hallucinant. En tout cas, nous, le parquet, on a eu cette chance, et je pense aussi que ça a largement contribué à ce que, pour les parquetiers, le CJPM, c'est des choses basiques, hein, mais concrètement, c'est le travail aussi au quotidien. Le fait qu'on ait eu tout de suite cette trame nous a permis d'aborder le CJPM dans de bonnes conditions, sachant que le parquet avait aussi repris la main pour évacuer un certain nombre de dossiers avec la loi de transition et de reprise des dossiers, puisque à Toulouse, par exemple, on avait sur les 1600 dossiers en carafe chez les JE, on avait pu en reprendre quasiment 900, donc je crois que le parquet voyait finalement l'arrivée du CJPM dans de bonnes conditions, ce qui était plus compliqué pour les juges des enfants, on le sait bien, et on sait maintenant aussi que pour la PJJ, ça peut devenir compliqué aujourd'hui. Donc je vais évoquer un certain nombre de points qui ont transformé quand même aussi un peu la façon de travailler des parquetiers. Le premier point que je veux parler, alors c'est peut-être pas le plus important, mais en termes de façon de parler de la justice des mineurs dans ce pays, où quand on parle de la justice des mineurs dans ce pays, alors il y a toutes les choses qui sont dites sur le soi-disant laxisme de la justice des mineurs, mais ce qui revient quand même, et c'est qui revenait quand même souvent, et on peut penser que ça sera moins le cas maintenant, et c'est quand même un point positif, c'était que dans l'esprit de nos concitoyens justiciables, la justice des mineurs, en fait, ça n'arrivait jamais, il y avait des délais extrêmement longs, ça patinait, on ne savait pas, on savait quand ça commençait, on ne savait pas trop comment ça terminait. Et c'est vrai que cette façon de parler du parler de la justice des mineurs était assez pénible pour aussi bien les juges des enfants que les parquetiers des mineurs, qui faisaient ce qu'ils pouvaient avec les moyens qu'ils avaient. Mais c'est vrai que de ce point de vue-là, il faut admettre que le CJPM, en balisant et avec cette temporalité que tout le monde connaît, je ne vais pas revenir là-dessus, avec en gros un jeune qui commet une infraction et 12 mois plus tard au maximum il aura été condamné s'il a été déclaré coupable, c'est quand même quelque chose qui a été fondamental pour nous, et je crois que quand on parle du CJPM au parquet, mais même ailleurs, le premier point positif qui vient, c'est de remédier à ce qui était quand même avec l'ordonnance 45, compte tenu de la pénurie de moyens et des difficultés et du nombre de dossiers qu'avaient les JE dans leur cabinet, le fait que finalement justice était quand même rendue très tardivement. On s'en est rendu compte aussi, et ça a été un travail qui était formidable, puisque c'était des bonnes nouvelles qu'on pouvait annoncer ce qu'on appelle aujourd'hui les FSI, donc les gendarmes et les policiers, forces de sécurité intérieure, qui ignoraient tout du CJPM quand ils ont le 30 octobre 2021 commencé à appeler, et voilà, CJPM pour eux c'était, bon voilà, on est dans un pays où les lois tombent et personne n'est vraiment au courant de ce qui va se passer, et donc on avait des policiers, des gendarmes qui ignoraient tout du CJPM. Et c'est vrai que ce CJPM, quand on a commencé à faire de la pédagogie en disant, mais vous savez, le CJPM, pour vous ça va être un peu compliqué au début parce que c'est des nouvelles choses, on va vous parler, il y a des termes que vous ne comprendrez pas, mais quand même sachez que du coup, quand vous aurez dans vos bureaux le plaignant victime, c'est l'exemple qu'on prenait, parce qu'il faut évidemment toujours évoquer le point positif. Quand on disait aux policiers, aux gendarmes, vous savez que la victime, le greffe va vous donner une date de convocation de la victime à une audience culpabilité, sachez qu'en fait, dans 3 mois, ou dans 4 mois, alors on est un peu plus maintenant, on ne respecte pas trop les délais à Toulouse quand il n'y a pas de déferment, sachez que dans 4 ou 5 mois, la victime pourrait lui dire, dans 4 ou 5 mois, le juge va statuer sur la culpabilité, et si le jeune est déclaré coupable, la victime sera remplie de ses droits avec des demandes, etc. Alors ça a quand même été... on s'en rend peut-être pas trop compte, en tout cas, au siège, on a quand même moins de liens directs, forcément, avec les policiers et gendarmes, et ça a quand même été... pour nous, parquetiers, dans nos relations avec les enquêteurs, et ça compte,
Quand les enquêteurs ont plus trop confiance dans la justice pour laquelle ils travaillent, c'est quand même compliqué. Pour nous, ce premier point, de leur dire et d'expliquer que finalement la justice des mineurs avec le CJPM va être rendue dans des délais qui sont très raisonnables, quelquefois même plus rapidement que pour les majeurs. Enfin, en tout cas, c'est le cas par exemple à Toulouse où les délais sont beaucoup plus longs pour les majeurs. C'est quand même un point très positif qu'on a pu vivre et faire partager à tous nos interlocuteurs habituels et institutionnels habituels. Sans compter le justiciable évidemment concerné. J'intègre dans tout ça les questions d'audiencement, on en a parlé. Alors l'audiencement, de toute façon, on sera tous morts que l'audiencement sera toujours un problème. Enfin, l'audiencement, c'est toujours un problème. En fait, c'est une réalité. C'est quelque chose d'impossible à faire, un bon audiencement qui satisfait tout le monde. Le parquet a été très satisfait de reprendre la main sur l'audiencement, puisqu'il l'a pour les majeurs. On a tendance à penser, peut-être qu'on se glorifie un peu, mais c'est quand même le cœur du métier du parquetier. Je pense que, sans vouloir choquer personne, le parquet et l'audiencement, c'est quelque chose qu'il connaît. Et c'est vrai que le faire avec les juges des enfants, ça a été dit tout à l'heure par la collègue, ça exige de discuter, mais comme on le fait aussi en audience aux réunions de co-audiencement avec les magistrats du siège, jamais, tout le monde personne n'est d'accord en fait sur, voilà, mais on arrive toujours à se caler sur quelque chose qui est accepté et compris du siège quand c'est le parquet ou du parquet quand c'est le siège. Et donc cet audiencement-là, ce co-audiencement, repris un peu par le parquet, ça a été pour nous, parquetiers, quelque chose de très positif. Donc ça, c'est pour la temporalité. Je vais évoquer aussi un grand changement. Alors je sais que Alice ne sera pas complètement d'accord là-dessus, mais c'est quand même la grande révolution pour le parquet avec le CJPM, concrètement, c'est les déferments et la présence obligatoire dans le bureau du parquetier des mineurs, de l'éducateur, de l'interprète le cas échéant, des parents. Et ces déferments-là, alors Alice trouve que... c'est ce que tu avais dit la semaine dernière. Je trouve ça très bien que le parquet voit le mineur. Voilà. Mais tu trouves qu'il y a trop de déferments. Sur la question du nombre de déferments, voilà. C'est différent. Alors, au parquet de Toulouse, on parle de ce qu'on connaît, c'est quand même plutôt un gros parquet. Le STD majeur, 3 magistrats qui ont leur casque, 4 greffiers, ça tourne dans tous les sens, un grand tableau avec tous les déferments. Bon, quelque chose d'assez extraordinaire pour qui ne le connaît pas, essayer soit d'y participer en passant au parquet, soit de voir comment ça fonctionne, pour ceux qui ont la chance de travailler dans une grosse boutique. La réalité, c'est que... et donc, au parquet de Toulouse, il y a une sorte de bandeau, plus ou moins invisible, c'est « je défère, donc je suis ». Voilà. Le parquet, c'est déferment. Le parquet, c'est bête et méchant, c'est basique, mais je pense qu'on est quelquefois moins mauvais en étant bête et méchant et basique que quand on fait de la philosophie. Je ne devrais pas le dire ici, mais je le dis quand même. La réalité, c'est que, voilà, je défère, donc je suis. Alors, Alice trouve qu'on défère sans doute trop. C'est vrai qu'avec le CJPM, il y a 1000 et une autres façons de poursuivre un mineur autrement qu'en le déférant. Mais pour le parquet, la grande révolution quand même, alors moi j'ai été juge des enfants dans une autre vie, donc je sais ce que c'est que d'avoir en face de soi le mineur délinquant, sa famille, l'éducateur de la PJJ, mais il n'empêche qu'avec l'ordonnance de 45, au tout début qu'on a commencé notre carrière, c'est vrai qu'on avait des jeunes, mais puis peu à peu, le travail étant, manquant de temps, on voyait finalement plus jamais les mineurs au parquet. Alors, quand je suis entré dans cette salle, j'ai fait la photographie, et là, Alice, tu pourras strictement rien dire, puisqu'on est dans la salle Pierre Drey, tout le monde a vu, à chaque fois que vous entrez, vous voyez, juger, c'est aimer écouter, bon, essayer de comprendre et vouloir décider. C'est ce qu'a dit Pierre Drey, formidable. Alors, je ne vois pas comment, Alice, on peut juger en aimant écouter si on ne défère pas et si on ne voit pas les gens dans son bureau. Donc, moi, voilà, nous, on a anticipé... Le parquet juge, Antoine Oui, mais les juges... Oui, mais moi, je parle du parquet. Vous, les juges, vous avez cette chance formidable, et quand j'étais JE aussi, j'avais cette chance formidable. C'est effectivement la justice. Enfin, mettez-vous aussi... puisqu'il n'y a pas de parquetier, enfin, si une, Anne, alors, mettez-vous dans la place et dans le corps d'un parquetier qui passe ce concours difficile, enfin, peut-être plus facile aujourd'hui qu'autrefois,
difficile et qui, finalement, va se retrouver au parquet à ne jamais voir de justiciable, à part à l'audience. Alors, est-ce que vous utilisez, Antoine, la méthode du déferment au parquet pour remettre la convocation sans le faire passer devant le juge? On l'a fait. On l'a fait. Parce que si votre besoin, c'est de voir le mineur... Oui, on l'a fait, mais... On n'est pas contre. Oui, mais alors, en disant ça, ça donne à penser, ce qui n'est sans doute pas le cas, qu'en fait, c'est le travail supplémentaire du déferment pour le juge qui est critiqué plus que le fait de voir qu'un délinquant voit d'abord le parquet, puis son juge. C'est formidable. Mais on devrait faire ça, en fait, pour toutes les poursuites. Mais sauf que le déferment CJPM, c'est un déferment qui n'a plus du tout les mêmes objectifs que le déferment ordonnance de 45, qui permettait de faire la mise en examen le jour même. Aujourd'hui, le déferment CJPM, il est là pour permettre de prendre une mesure urgente dans l'attente de l'audience de culpabilité qui, normalement, ce n'est pas forcément le cas à Toulouse, doit pouvoir avoir la même date qu'on soit déféré ou qu'on ait mis en place une COPJ. Donc c'est là-dessus que je t'avais interpellé, je le dis, puisqu'on s'est vu la semaine dernière à la formation CJPM, et que j'avais aussi interpellé, puisqu'il y a derrière tout ça les questions d'audiencement et de surcharge des audiences, en t'interpellant aussi sur la charge que ça met sur, évidemment, et les greffes et les juges des enfants, si finalement il n'y a pas d'utilité pour une mesure urgente, charge qui pourrait peut-être être renégociée sur finalement des ouvertures de créneaux d'audience plutôt que des déferments à tout va, puisque quand on est, alors si on reparle du compromis, quand on est dans une situation difficile, effectivement, est-ce qu'il faut surcharger sur du déferment, qui est une étape supplémentaire pas forcément indispensable si on n'a pas besoin d'une mesure urgente, plutôt que finalement d'arriver à trouver des moyens de créer des créneaux d'audience supplémentaires pour voir ce mineur dans un délai qui respecte à la fois les délais et puis surtout qui est suffisamment bref. J'espérais secrètement que tu lâcherais du lest aujourd'hui. Ça n'a pas été le cas. Non, mais je suis complètement d'accord. Non, mais je suis complètement d'accord. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est quand on est au parquet, le CJPM qui nous a obligés à voir les familles. Alors évidemment qu'on est d'accord, évidemment sur tout ça. Mais pour le parquetier, que ce soit obligatoire a été pour 5 minutes. Pour le parquet, que ça a été obligatoire de voir les familles, ça a été pour nous, je veux dire, voilà, ça, et il se crée des liens, alors pas avec le délinquant, encore que les délinquants, les jeunes, on les connaît, on finit par surtout quand ils sont déférés plusieurs fois, on les voit plusieurs fois, puis on les voit à l'audience, et puis on discute quelques fois, alors même que le jeune n'est pas là, avec l'éducateur, savoir comment il évolue, on voit sa famille. Enfin, il y a quelque chose qui se passe lors du déferment. Et pour nous, parquet, puisque moi c'est parquet dont je parle, le CJPM, dans la pratique, ça a été quelque chose de bien vécu, même si c'est une charge de travail supplémentaire. On s'organise, évidemment. En tout cas, le déferment, c'est quelque chose pour nous, vraiment d'important. Et je pense que tous les parquetiers en seront d'accord. Sauf si, évidemment, on n'aime pas les mineurs, les délinquants, et qu'on n'aime pas les gens. Bon, à ce moment-là, effectivement, à ce moment-là, le déferment n'est pas intéressant. Bon, enfin, c'est quand même pas le cas de la majorité. Antoine, tu devrais retourner au siège. Hein? Quoi? Troisième petite chose que je voulais dire sur la détention provisoire, puisque ça a été un sujet qui a été longuement débattu, avec donc des positions... les juges des enfants, dans cette réforme, je crois qu'on peut le dire, craignaient un peu cette nouvelle disposition législative, avec surtout une modification un peu au dernier moment, en confiant ça à JLD. Je pense que ces craintes, avec du recul, aujourd'hui, sont plus trop fondées, puisque l'idée, quand même, c'est qu'il y a moins de détention prononcée au final, dans le cadre du CJPM, qu'avant. Alors, il y a mille et une causes, peut-être qu'il n'y a pas que aussi le CJPM. Enfin, l'idée, c'est que tous les mineurs ne sont pas tout d'un coup partis en détention, et ce qui est évidemment très bien. Mais du point de vue du parquet, là, je vais aller plus vite, parce que sinon, ça va rebondir. Du point de vue du parquet, nous, on a évidemment, vous en doutez, vu cette réforme plutôt d'un bon œil. On ne craignait pas que ça change grand-chose, mais je trouve que, tout comme d'ailleurs, aujourd'hui, ça paraîtrait complètement incongru qu'un JLD, soit le juge d'instruction qui incarcère, parce que quoi qu'on dise, quand on est saisi d'une affaire, on n'a pas le recul pour bien statuer sur
quand même la décision la plus importante que peut prendre un magistrat, c'est-à-dire la détention, la privation de liberté. Et nous, au parquet, on n'était pas inquiets et on avait raison, puisque, en fait, on pensait et on pense, et moi je pense, que c'est bien qu'il y ait aussi un petit décrochage entre le juge des enfants et la décision ou pas de placer en détention, parce que le juge des enfants, il connaît son mineur, sans doute plus encore qu'un juge d'instruction connaît son délinquant, et sans doute que cette relation un peu personnelle faussait un peu sur l'opportunité ou pas du placement en détention. Alors je ne suis pas un fanat de la détention, mais nous, du point de vue du CJPM et du parquet, on a vu cette réforme plutôt d'un bon œil, et au final, je pense que les inquiétudes sont apaisées. Je peux d'ailleurs faire une parenthèse ici, puisqu'on peut le dire, le CJPM et la détention rend complètement hallucinant le débat qui se fait jour politiquement sur les comparutions immédiates pour mineurs. On sent bien que c'est exclusivement de la politique, alors que le CJPM, tout comme d'ailleurs l'ordonnance de 45, mais encore plus le CJPM, permet de juger des mineurs dans des délais qui sont hyper brefs, puisque tout le monde connaît les délais pour... voilà, bon, je fais une parenthèse. On verra bien ce que ça donne, et puis on espère que ça n'ira pas peut-être jusqu'au bout. Dernière chose que je voulais dire, c'est la transformation aussi du CJPM dans une pratique qui était un peu admise par tout le monde. C'était admis par tout le monde, y compris d'ailleurs par les avocats. Enfin, à l'ENM, on avait fait venir un avocat qui nous disait effectivement que c'était quand même quelque chose de réel. Le CJPM a quand même obligé à augmenter la qualité des procédures pénales rédigées par les... Alors, non, mais je sens qu'on rigole parce qu'effectivement, tout le monde peut se plaindre. Oui, non, mais attendez. Ce que je veux dire, c'était que... Alors, c'est vrai que la qualité générale des procédures en France diminue. Les policiers et gendarmes ont des difficultés pour être bons sur tout. Ce que je veux dire par là, c'est que avant le CJPM, les procédures pouvaient être bancales et finalement, personne ne soulevait trop les difficultés. C'était pas la mise en examen qu'on pouvait la soulever quand on était avocat, c'était pas devant la chaîne qu'on allait la soulever une fois que le jeune était mis en examen, et c'était pas devant le TPE 3 ans après la mise en examen qu'on allait soulever la nullité. Aujourd'hui, et c'est quand même un point très positif du CJPM, avec les audiences culpabilité, alors les audiences culpabilité, c'est du boulot, ça, pour les JE, ça, il y a... Mais quand même, l'intérêt, c'est qu'on a des avocats qui se battent, en tout cas c'est le cas à Toulouse, pour soulever des nullités, pour soulever des nullités, ce qu'ils ne faisaient, quoi qu'on dise, pas avant. Et que le parquet et les policiers et gendarmes soient dans l'obligation de s'assurer que les procédures soient de qualité, alors qu'avant on était quand même plus large et plus souple avec l'ordonnance 45, parce que tout le monde s'en fichait un peu. Je trouve que c'est quand même une évolution positive. Voilà, bon, ça c'était... voilà. Et dernier point que je voulais dire, mais vous en avez parlé beaucoup hier, avec Laurent Gébler notamment, c'est sur l'irresponsabilité des mineurs de 13 ans. Alors l'association avait... J'ai retrouvé ça, parce que j'avais fait dans mon dossier CJPM, donc j'avais dû le lire à l'époque, ça n'avait pas choqué, mais l'association avait écrit des choses épouvantables sur le parquet à propos de l'irresponsabilité des mineurs de 13 ans. Je vais le lire. Tant pis, ça fait plus d'une minute. Ah, ça fera plus d'une minute. Non, mais il y a 5 lignes. L'association avait écrit quand même... C'est pas toi qui étais... 2019. Donc c'était pas toi la présidente. Quelque chose de dur pour le parquet et qui, en plus, qui est faux. À propos de la présomption d'irresponsabilité pénale des mineurs de 13 ans. Si la présomption... Alors c'était avant que le CJPM soit adopté. Voilà. Si la présomption n'est pas irréfragable, rien ne changera, rien ne changera par rapport au fonctionnement antérieur. Le parquet pourra continuer à poursuivre des mineurs de 10, 11 ou... On aurait pu commencer à 7 ans, donc 10, 11, 12 ans, notamment lorsque l'affaire aura eu un retentissement médiatique. Bon. Non, c'est pas toujours vrai. C'est pas vrai. Ça, c'est faux. Non, c'est pas vrai. Mais oui, mais aujourd'hui... Je pense que les réalités territoriales sont très différentes. Aujourd'hui, enfin à Toulouse, par exemple, on a eu un gamin de 12 ans il y a 15 jours. C'est le problème d'une présomption non irréfragable. Non, mais
c'est pas vrai. C'est pas parce que c'est médiatique qu'on va le poursuivre alors qu'il a moins de 13 ans. C'est pas vrai. Alors, peut-être que ça se fait quelquefois, peut-être que quelquefois il y a des procureurs qui l'exigent, mais voilà, nous, il y a 15 jours, on a eu un petit jeune, alors évidemment, c'était un Maghrébin qui avait fait des croix gammées à côté d'une synagogue, ça a été très médiatisé, je crois même au niveau national. Le parquet des mineurs a dit non, il a 12 ans, on ne le poursuit pas, on a saisi le JE, et point barre, et on a dit ça aux journalistes, et puis tout, voilà. Bon, donc je continue. Lorsque l'affaire aura eu un retentissement médiatique, ouais. Et il incombera, il incombera toujours au juge des enfants, au juge d'instruction, etc., de rechercher s'il est doté de discernement. À minima, les instructions strictes devront être données au parquet. Alors bon, voilà, le parquet, on lui reproche d'être pas indépendant, mais quelquefois, on aime bien quand même qu'il ait des instructions. Et donc voilà. Pour les mineurs de 13 ans, je crois que maintenant, chaque juridiction fait ce qu'elle a à faire, et c'est quand même bien que ce ne soit pas irréfragable, je pense, puisqu'il y a quand même quelquefois des jeunes qu'on peut poursuivre, qui ont avec moins de 13 ans, et qu'on peut poursuivre, non pas parce que c'est médiatique, mais parce que ce sont des affaires d'une particulière gravité. Et donc je ne parle pas de la justice restaurative, alors qu'à Toulouse, on est en train de mettre en place quelque chose de très chiadé et de très beau. Tu pourras peut-être en reparler plus tard, mais je pense merci beaucoup Antoine. C'est très bien, moi je trouve, d'avoir quelqu'un du parquet qui vient aussi donner son point de vue et qui le donne en toute franchise, parce que c'est comme ça que le débat est riche, et donc je te remercie Antoine de ça. Et donc je vais tout de suite donner la parole à Maître Corrales. Merci. Je suis un peu partagée parce que j'ai déjà envie de répondre au parquet. Désolée, on n'est pas à l'audience, mais là, j'espère qu'au moins, dans ce que j'avais déjà rédigé, je vais pouvoir, je pense, répondre déjà à ce qui m'a fait un peu bondir. Et je pense aussi à quelques points également soulevés par la PJJ et le juge des enfants. D'abord, un point, je pense que c'est important que j'explique d'où je parle, parce que tous les barreaux de France ne sont pas organisés de la même façon pour la défense des mineurs. Je suis membre de la commission mineure du barreau de Lille, et il faut savoir que cette commission droits des mineurs, elle existe depuis les années 1990. Je crois que le CNB a totalisé 128 groupements ou commissions droits des mineurs au sein de tous les TJ de France. Par contre, la particularité en plus de Lille, et je rejoins tout à l'heure un point soulevé par l'éducateur de la PJJ, c'est que cette commission droits des mineurs, elle est structurée autour de l'avocat habituel, l'avocat fil rouge, l'avocat référent. J'en parle d'emblée parce que vous avez au sein du CJPM la consécration d'un avocat fil rouge, mais avec une conception très réductrice par rapport à ma pratique quotidienne et par rapport aussi aux objectifs voulus du CNB, d'un véritable avocat fil rouge qui n'est pas simplement fil rouge dans le cadre d'une même procédure, d'une même affaire, mais avocat fil rouge pour l'ensemble des procédures qui concernent un mineur, donc l'avocat unique, et également pour toutes les procédures, qu'elles soient civiles ou administratives. Concrètement, ça fonctionne bien à Lille. On est référencé, on est repéré, connu, que ce soit du greffe du tribunal pour enfants, que ce soit des juges des enfants et bien évidemment du parquet. Il faut savoir par exemple que notre nom figure au sein du DUP, également de Cassiopée, puisque si un mineur est déféré, à ce moment-là, nous sommes avisés par le parquet ou alors par l'avocat de permanence qui est informé aussi par le parquet que maître Corrales intervient déjà pour le mineur et on fait en sorte de pouvoir intervenir s'il en est disponible en urgence. Également, pour les audiences culpabilité, le parquet joue le jeu et nous sommes aussi convoqués, ce qui permet une vraie continuité dans la défense du mineur, mais pas que. Donc le CJPM n'a pas changé fondamentalement ma pratique quotidienne auprès des mineurs, puisqu'il y avait déjà ce fonctionnement à Lille bien avant le CJPM. Et c'est, je pense, un point important pour que vous compreniez aussi
pourquoi je vais évoquer certains points plus que d'autres. Mais en tout cas, on a déjà cette organisation qui permet déjà une fluidité et des échanges d'informations. Et surtout, effectivement, je pense, qui permet aussi déjà de pointer, moi, la première chose que j'ai envie de dire sur l'application du CJPM, c'est que, tout simplement, cette entrée en vigueur de ce texte a mis en exergue, justement, l'importance accrue d'un véritable avocat fil rouge, et pas simplement l'avocat tel que consacré par le CJPM. Alors, tout simplement, pourquoi? D'abord, parce qu'il y a l'hyper-individualisation des mesures de suivi prévues par le CJPM. Alors, pour faire très très simple, je fais office de DUP. Ça, c'est une vraie problématique, c'est le DUP. Avoir accès au DUP, qui soit un accès systématique, mais surtout et surtout qui soit mis à jour. L'avantage qu'on a en étant l'avocat référent du mineur, c'est que j'arrive à l'audience avec un dossier, parce que j'arrive à être présente au maximum auprès du mineur pour chaque audience, j'ai l'ensemble des jugements. Il m'arrive encore souvent, devant le magistrat, juge des enfants, chambre du conseil, « Ah oui, il y a une MEJP dans une autre affaire, mais quel module ?» Donc là, j'arrive encore à sortir le jugement, parce que parfois, le magistrat, voilà, il n'a pas forcément le DUP sous la main. Il est numérisé à Lille, mais il n'est pas forcément mis à jour parce que c'est une contrainte supplémentaire également pour les greffiers de devoir mettre à jour ce DUP. Mais c'est une pièce essentielle pour la défense du mineur. Donc il y a ce premier point et également cette importance accrue de l'avocat référent parce que le CJPM a consacré une place centrale du parquet avant tout jugement. Et effectivement, cette place centrale, elle change quand même beaucoup de choses dans la défense du mineur pour l'avocat d'enfant. Il faut savoir que cette place centrale, malheureusement, elle n'a pas été suivie d'une égalité des armes avec le parquet, et j'y reviendrai tout à l'heure dans notamment les propositions, et je pense que c'est important. Maintenant, pour parler, parce que je dois aller un peu plus vite, pour parler véritablement de notre pratique quotidienne du CJPM, qu'est-ce que ça a changé? J'ai envie de dire, si je dois résumer, que l'avocat d'enfant consacre beaucoup plus de temps d'audience et doit faire preuve d'adaptabilité, de réactivité et, je dois le dire aussi, voire d'improvisation. Ça arrive encore souvent. Alors, plus d'audience et de temps de présence au tribunal. Je pense que le meilleur exemple, c'est le déferment avec la mise à l'épreuve éducative qui est actionnée. Ça veut dire que maintenant, on a 3 déplacements. C'est-à-dire le jour du déferment, quand on suit vraiment le mineur, ensuite l'audience de culpabilité et l'audience sanction. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a 4 temps, parce que le jour du déferment, il y a aussi la présentation parquet. Donc, vous imaginez effectivement le temps de présence au tribunal qui est multiplié par 10 finalement, parce qu'à côté, il ne faut pas oublier qu'il y a les alternatives, les compositions pénales, et puis aussi, il y a en dehors du tribunal, les mesures de garde à vue, les auditions libres aussi, maintenant que la présence obligatoire, enfin, c'est des temps importants. Je rebondis, puisque tout à l'heure, j'entendais, où sont les avocats? Vous inquiétez pas, les avocats, ils courent au tribunal, mais ils courent aussi en dehors du tribunal, et effectivement, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, l'avocat référent, qui est un avocat commis d'office toujours parce qu'initialement, il est désigné par le bâtonnier et par la suite, il sera toujours commis d'office pour la suite des procédures concernant le mineur, mais l'avocat, il est effectivement, finalement, quand il intervient en droit des mineurs, ça devient une activité dominante du cabinet. À Lille, on est souvent des avocats qui exercent en individuel, sans collaborateurs, sans associés, et avec une particularité en droit des mineurs, c'est l'intuitu personnel qui est très important, puisque le but de l'avocat référent, c'est aussi d'établir un lien de confiance dans la durée, et pas simplement avec le mineur, mais également avec la famille, et de connaître tous les intervenants autour du mineur. Les intervenants, ce n'est pas simplement l'éducateur de la PJJ, ce sont aussi les intervenants de la protection de l'enfance quand il est placé à l'ASE, ou alors qu'il y a une mesure d'AEMO en cours en parallèle, mais également, il ne faut pas oublier, la prévention spécialisée, et puis aussi le milieu scolaire. Donc on a aussi toute cette connaissance de l'environnement du mineur que n'a pas forcément le juge des enfants et que n'a pas forcément non plus le parquet. Alors, deuxième élément, après ce temps d'audience, de présence, c'est le temps qu'on doit consacrer de plus en plus et que nous prend aussi le droit des mineurs, c'est plus de pression. On a beaucoup plus de pression par les échéances contraintes elles-mêmes par le temps. C'est une course permanente. Alors, pour l'audience de culpabilité, on doit courir, après le dossier pénal. J'ai encore eu une convocation pour une audience culpabilité pour le 28 mai. Je l'ai reçue par mail le 17 mai. Donc déjà, on doit s'organiser, est-ce que je serai disponible, et aller voir le dossier. Vous allez me dire,
on peut le demander de façon numérisée. Certes, mais il n'y a pas tout dans la copie numérisée, notamment s'il y a une constitution de partie civile, puisque maintenant, effectivement, la victime peut se constituer. Et c'est important de le savoir pour pouvoir aussi préparer au mieux le mineur et la famille. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que la famille, il faut qu'on leur conseille aussi de peut-être mettre en cause leur assurance responsabilité civile familiale. Enfin, il y a tous ces enjeux-là aussi maintenant à intégrer pour l'avocat dès la première audience. Et vous imaginez, en plus, pour un mineur qu'on ne connaît pas forcément, lorsqu'on est de permanence. On doit courir ensuite après la réquisition écrite du parquet. Je suis assez frappée d'entendre qu'à Bobigny, c'est récent, mais à Lille, ça a été mis en place, je crois, quasi systématiquement. On a les réquisitions écrites du parquet dans le dossier, et c'est quand même appréciable, et ça a une incidence, tout à l'heure, j'en reparlerai très vite. Et puis, le RRSE, alors ça, oui, c'est effectivement très, très important d'avoir ce RRSE, surtout pour les mineurs qui ne sont pas connus. Donc, l'enjeu est crucial pour l'avocat, dès la première audience, en termes de, aussi, responsabilité professionnelle. Enfin, voilà. On doit effectivement être au taquet et avoir le dossier suffisamment tôt pour pouvoir évaluer, bien évidemment, les faits, la procédure. Est-ce qu'il faut que je demande un supplément d'information ? Et ensuite, également, les enjeux au niveau civil, et puis après, les enjeux au niveau aussi éducatif. Donc, vous imaginez bien que tout ça, c'est dans un temps très, très contraint, parce qu'effectivement, parfois, le dossier arrive très, très tard au parquet et qu'on est informé, nous, finalement, de l'existence du dossier, de la convocation, quand le dossier arrive au parquet. Parfois, je sais avant même que le dossier n'arrive au parquet que tel mineur sera convoqué à telle audience, parce que la famille m'en avise ou le mineur. Après, effectivement, la présence de la partie civile, ça a une incidence aussi. Dès l'audience de culpabilité, c'est une pression supplémentaire pour l'avocat, puisque c'est aussi un temps de préparation particulier avec le mineur. Donc, lui expliquer les enjeux, et puis aussi à la famille, ça change aussi la préparation avec le mineur. Alors, autre pression, c'est là vraiment une problématique majeure, c'est quand même effectivement, pour l'audience sanction, on court après le rapport de la PJJ quand, effectivement, il y a une mesure qui a été prononcée, parce que ce n'est pas toujours le cas. Donc, ça, c'est une vraie problématique, puisque finalement, à l'audience sanction, c'est le bilan quand même des mesures qui auront été prononcées dans le cadre de l'audience culpabilité. Donc, et on a besoin de ce rapport, et aussi pour préparer, et puis de façon contradictoire avec le mineur, voilà ce qui est écrit, la mesure de réparation, ça c'est pas bien fait, et pourquoi, etc. Est-ce que avec ce qu'écrit l'éducateur, tu es d'accord ? Et tout ça, parfois, on n'a pas le rapport dans les temps, et deux, parfois, on n'est jamais informé de quand le rapport arrive au greffe. Donc parfois, ça nous oblige à des démarches en plus, etc. Ça veut dire encore du temps supplémentaire au tribunal. Et puis une pression nouvelle, bien évidemment, c'est pour l'avocat d'enfant, et ça peut-être que le juge des enfants n'en a peut-être pas conscience, mais c'est effectivement le déferment, parce que tout se joue bien avant la présentation devant le juge des enfants. Maintenant, ça se joue devant le parquet. Devant le parquet qui, finalement, il ne faut pas l'oublier, c'est l'article 423-6 du CJPM qui prévoit que le procureur de la République peut interroger le mineur avant qu'il soit vu par le juge des enfants sur les faits. Il doit même lui notifier son droit au silence. Que nous, on doit faire des observations sur la procédure, la régularité, sur les modalités de poursuite, sur éventuellement aussi les réquisitions en termes de mesures, si un CJ est envisagé. Et ça, c'est une pression supplémentaire. Ça veut dire qu'on, dans le cas de déferment, on doit être prêt, mais surtout avoir le dossier au plus tôt, dans l'urgence. Et quand je parlais d'inégalité des armes, c'est que le procureur de la République, lui, il est informé des faits. Il est au téléphone avec les policiers. Parfois même, il ne faut pas oublier, les affaires d'ILS, ça dure parfois des mois. Ça peut être une enquête préliminaire avec effectivement aussi des majeurs. Nous, on voit arriver un dossier comme ça. Et on doit en plus se faire l'entretien aussi avec le mineur. L'inégalité des armes, nous, on doit être prête très très vite, parce qu'avant, on avait encore le temps. On se disait, bon, le rapport du SAD ne va pas rentrer, donc on a le temps de discuter avec le mineur, etc. Non, maintenant, le parquet, parfois, c'est bon, le déferment, c'est dans 2 heures, parce qu'il y en a d'autres. Donc nous, on doit être hyper prête et pouvoir effectivement dégainer tout de suite aussi les soucis de procédure et de fond du dossier. Donc ça, c'est une pression supplémentaire. Autre point dans
l'avis, on va dire, du CJPM pour l'avocat, c'est plus d'incertitude sur la tenue et l'objet des audiences. Alors la tenue, tout simplement, quand je n'ai pas le RRSE pour l'audience de culpabilité, je vais à l'audience, je ne sais jamais si le dossier va être renvoyé ou retenu. Voilà. Je vais vous donner 2 exemples. Un juge des enfants à Lille, pour un mineur, pas connu, pas de RRSE, le magistrat qui insiste pour que l'audience ait lieu. Bon, ok. C'est moi qui ai suggéré une mesure avec réparation. Autre exemple, cette semaine, un mineur devenu jeune majeur, pour des faits qui commencent un peu à dater, avec une détention jusqu'en 2026. Il n'y a pas de RRSE. Je me dis, bon, pour l'audience de culpabilité, je ne vois pas ce que le magistrat pourrait véritablement prononcer. Ah ben non, c'est renvoi parce que le RRSE n'est pas dans le dossier. Sauf que moi, je ne suis pas prévenue, la mère n'est pas prévenue, que je fais les 100 pas devant le poste de police et que, voilà, on n'est pas informé. Et ça, c'est bien dommage. Mais voilà, 2 exemples concrets. Donc, parfois, j'en suis à venir dire aux familles et aux mineurs, il n'y a pas de RRSE, donc je ne sais pas si l'audience va avoir lieu. Mais c'est vrai que cette incertitude, ça, c'est un peu perturbant. Ensuite, l'objet de l'audience, pas l'incertitude aussi, qui concerne les audiences de culpabilité pour lesquelles le juge décide d'office d'une conversion en audience unique et qu'on n'est pas informé avant que le magistrat prenne la parole. Parfois, j'attends dans le couloir, ça peut durer 1 heure, 2 heures, parce qu'il y a d'autres dossiers. Enfin, un petit mail aussi pour informer peut-être l'avocat, parce que le temps de préparation, la préparation avec le mineur, c'est différent. Et effectivement, parfois, j'en viens à dire, voilà, je ne sais pas. Peut-être que ce sera la culpabilité, peut-être que ce sera la culpabilité et la sanction, on verra. Mais j'en suis là, quoi, à l'improvisation totale. Ensuite, autre point aussi dans le quotidien de la pratique du CJPM pour l'avocat, c'est une préparation qui est séquencée et hyper ciblée selon l'audience. Alors là, j'en reviens à la procédure de déferment avec la mise à l'épreuve éducative. Pour la présentation parquet, la priorité sur la mesure de garde à vue. Est-ce qu'il y a des incidents à faire relever? Le droit au silence. Est-ce que tu veux parler ou pas? Sur les faits, première audience JE, c'est sur effectivement les mesures provisoires, donc plus la situation personnelle du mineur. Deuxième audience, examen de culpabilité devant le JE ou TPE, priorité aux faits, présence éventuelle de la victime. Et troisième audience, sur le prononcé de la sanction, la priorité sur la personnalité, les mesures prononcées. Donc en fonction de l'audience, on prépare différemment et c'est devenu hyper ciblé. J'avoue que moi, je trouve ça un peu frustrant. Et pour les mineurs, c'est encore plus compliqué. Parce que souvent, ils me disent, mais pourquoi on ne me juge pas tout de suite pour la sanction? C'est comme ça, donc c'est en 2 temps. Par contre, une chose intéressante, c'est que le balisage dans le temps, ça renforce la relation avec le mineur. C'est-à-dire qu'avant, surtout pour les mineurs qui n'avaient qu'une seule procédure, on ne pouvait pas leur dire tu seras jugé quand et puis on perdait un peu le fil parce que finalement il avait une seule procédure, on ne le revoyait pas avant le jugement. Souvent TPE, ça pouvait être 2-3 ans après. Là, le fait d'avoir une date de jugement pour la sanction, ça permet de garder le lien. Et d'ailleurs, je trouve qu'il y a moins de mineurs absents aux audiences et je trouve aussi que le lien est plus fort. On perd moins de vue le mineur et on a même des mineurs qui nous appellent entre-temps, ils nous ont repérés, ils savent qu'on va être là. Donc ça, c'est pas mal, en fait, d'avoir une date d'audience et que le mineur puisse se projeter. Après, on doit avoir aussi une vigilance toute particulière pour les mineurs de 13 ans. Pas simplement sur le discernement. D'ailleurs, le souci, c'est que le parquet, dans les réquisitions écrites, quand on a un dossier de culpabilité, on n'a aucune motivation par rapport justement au discernement, alors que pour les mineurs de moins de 13 ans, c'est au parquet d'apporter la preuve. Donc ça, c'est vraiment... après, nous, on le plaide. Et sur le plan de la compétence. Le plan de la compétence, ça, il ne faut pas l'oublier. J'ai déjà soulevé des conclusions de nullité parce qu'un JE avait renvoyé d'office, avec l'accord du parquet, l'affaire du mineur de moins de 13 ans au moment des faits devant le TPE. Donc, comme quoi, il peut y avoir des soucis. Alors, je voudrais juste finir sur ça, c'est important, c'est des écueils dans la pratique du CJPM pour les droits de la défense. Ça, c'est des choses que je veux vraiment pointer. La pratique que moi j'appelle, comme avant on nommait la procédure officieuse, moi j'appelle ça la pratique que je dis officieuse du CJPM par les juges des enfants en chambre du conseil. Je note, en tout cas de ma pratique, de ce que je vois, et j'ai fait un petit sondage autour de moi, il n'y a plus de notification du droit au silence. En chambre du conseil, moi j'ai plus. Moi j'ai plus. En culpabilité ou sanction, on est à chaque fois sur un jugement.
mais moi, je n'ai plus le magistrat. Oui, mais en tout cas, même moi, je le renotifie quand même. Hein. Oui, mais bon, on est toujours dans le cadre d'un jugement. Moi, en tout cas, je ne le vois plus. Donc, je ne l'entends plus. Et effectivement... On le fait même pour le RRSE et tout, maintenant, les élections. Oui, mais je vous dis, j'ai fait un petit sondage autour de moi. Donc, je pense qu'il y a une sorte comme ça de glissement, de pratique un peu, comme je dis, officieuse. Alors que quand même, l'IPC, avec l'ordonnance 45, permettait un formalisme quand même... mais voilà ce que je vois. La conversion de l'audience d'examen de culpabilité en audience unique, même sans réquisition du parquet et sans en aviser avant l'audience, le conseil ou les conseils. Il ne faut pas oublier non plus la partie civile, pour le confrère partie civile s'il y a un conseil. Les peines envisagées à l'audience sanction, alors que le parquet n'a pas requis le prononcé d'une peine en chambre du conseil. Ça doit être requis par le parquet. Donc ça, effectivement, je le soulève. Ensuite, l'évocation des faits qui prend une place mineure lorsque les faits sont reconnus. Ça, effectivement, je le note aussi. Et je pense que là, effectivement, il y a une sorte de glissement dans, en tout cas, les audiences de chambre du conseil. Deuxième chose, moi, que je veux soulever, c'est l'absence des réquisitions du parquet en vue de la saisine du service éducatif pour établir le RRSE. Parce que, comme je disais tout à l'heure, nous, on arrive en audience, on ne sait pas si vraiment... Est-ce que le service éducatif a été saisi pour établir le RRSE? Quand est-ce que les informations données au CEAT sont... Oui, mais non, mais nous, on nous dit il y a une carence. Ouais, mais on n'a pas... On ne peut pas vérifier. C'est une pièce pour moi qui est importante et pour permettre le contradictoire. Troisième chose, la communication, ça vous n'avez pas aimé, la communication du projet des réquisitions parquet, à l'avocat mineur avant sa présentation au procureur de la République. Comment voulez-vous? Parce que le CJPM dit bien que le procureur de la République doit décider finalement des modalités de poursuite, etc., au vu des observations de l'avocat. C'est le déferment, ça. Oui. Ça sert à ça, le déferment. Oui, mais le problème, c'est que nous, à Lille, c'est déjà rédigé. Ah ouais, mais bon. Ah bah oui, mais nous, comment je peux savoir? Ça dysfonctionne plein pot. Ben je sais pas, moi je sais pas. Changer de barreau, venir... Non, ah bah si, les réquisitions, elles sont déjà rédigées. Ah non, c'est pas possible. Ah ben si, je suis désolée. Le parquet arrive avec les réquisitions écrites, je suis désolée. Et nous, on signe derrière. Mais le problème, c'est par exemple le choix de la qualification. On a le dossier pénal, mais moi, je ne sais pas la qualification qui va être retenue. Quel fait va être retenu? Sous quelle qualification? Comment je prépare le dossier? Et tout de suite, là, dans la minute, je dois pouvoir faire des observations sur la régularité, sur la qualification, sur les modalités. Enfin, c'est... Attendez, nous, on est mis au pied du mur. Autre chose, le placement pénal décidé par le JE sans audition du mineur et de sa famille. Il ne faut pas oublier que même en cas d'urgence, il faut organiser une audience dans un délai de 15 jours. Alors certes, ce n'est pas sanctionné dans le cadre du CJPM, mais tout de même le contradictoire. Et puis, alors là où je veux insister, c'est sur le nouveau pouvoir de réorientation du juge des enfants qui est quasi discrétionnaire. Alors surtout, les passerelles entre audience examen de culpabilité et audience unique, on peut quand même faire des observations, mais pour les parties présentes, d'ailleurs vous n'êtes pas là forcément, quand c'est le JE, audience chambre du conseil, mais surtout, moi ce qui me gêne le plus, c'est le L521-19, le JE qui peut modifier la date d'audience pour le jugement sur le prononcé de la sanction ou de la juridiction de renvoi précédemment fixée. C'est ce qu'on appelle la souplesse. Et les parties en sont avisées. Ouais, d'accord, mais moi, changement de date d'audience, est-ce que je suis disponible, moi, l'avocat? Est-ce que je suis disponible? Est-ce que quelqu'un... Bah oui, mais... Si on veut que ce soit l'avocat fil rouge, enfin, la moindre des choses, déjà, c'est de pouvoir échanger avec l'avocat avant de décider d'un changement de date. Et puis l'orientation, c'est encore plus grave. Si c'est de JE à TPE, il faudra au moins qu'il y ait un débat contradictoire. Est-ce qu'on peut échanger aussi sur pourquoi le magistrat voudrait orienter finalement le dossier devant le TPE? Il faut qu'il y ait aussi un débat contradictoire. Moi, j'appelle ça droit de la défense et puis une véritable contradiction avec l'avocat d'enfant. Et alors, autre point important, désolé, mais il y a tellement de choses. Encore une petite minute. Les droits de la défense plus limités dans le cadre du supplément d'information. Il y a deux cadres qui sont prévus par le CJPM. Et il y a un cadre qui ne prévoit pas justement le contradictoire. Donc, d'actionner le L521.3 du CJPM et non pas le L521.5 du CJPM. La différence, c'est que le premier, vous avez le délai de 3 mois pour le renvoi. Dans l'autre, vous n'avez pas de délai. Mais le problème, c'est que le L521.5 du CJPM, c'est un renvoi au parquet. Et nous, on n'a plus la mainmise. On fait une demande d'investigation supplémentaire et on n'a plus la mainmise. Alors que
Le premier cas, le L521-3 du CJPM, il renvoie aux règles de l'information judiciaire, avec le droit à l'assistance à l'avocat s'il y a une confrontation, avec effectivement les règles de la commission rogatoire. Donc c'est deux cadres différents. Donc j'insiste pour dire actionner le L521-3, même s'il y a un délai, parce qu'on sait très bien que les délais de toute façon ne sont pas sanctionnés, enfin le défaut de délai. Donc c'est permettre là une contradiction et que les droits de la défense puissent être respectés, surtout si c'est l'avocat qui fait cette demande d'investigation supplémentaire. Il y avait encore d'autres choses, mais enfin bref, voilà. Merci. Son accent du Nord est revenu au moment où elle était. Ah mince. Merci beaucoup. C'est effectivement important d'avoir toutes les personnes, toutes les parties, je dirais, à ce procès qui puissent donner leur point de vue. Moi, je voudrais juste relever, avant qu'on puisse poser des questions, plusieurs choses. D'abord, cette idée de rond et de carré, je la trouve intéressante parce qu'il y a quand même peut-être aussi des difficultés là-dessus, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre un rond dans un carré et qu'il y a peut-être des pratiques qui sont encore issues des pratiques ordonnances de 45 qui ne sont pas forcément complètement adaptées au CJPM et qui parfois créent des difficultés. Parce que c'est vrai qu'il y a des équilibres qui peuvent vraiment se déséquilibrer si finalement l'esprit du texte n'est pas respecté. Je suis désolée de revenir là-dessus, Antoine, mais effectivement, s'il y a trop de déferments, c'est pas comme ça qu'a été conçu le CJPM dans sa logique. S'il n'y a pas de regroupement de procédures, c'est aussi pas comme ça que le CJPM a été prévu dans sa logique. Et c'est vrai que ça a des effets pervers sur un petit peu tout le système. Et évidemment, on va revenir encore sur ce sujet. Respecter la loi, comme vous l'avez dit, le droit au silence, etc. Les règles de la loi, c'est quand même important parce que lorsqu'on commence à faire des écarts là-dessus, ça a quand même des effets qui sont compliqués pour tout le monde et pour les avocats. Et puis au-delà de ça, il y a des complexités de mise en œuvre et il y a des écarts de mise en œuvre. On a pu en discuter avec Antoine lors de la formation. Par exemple, c'est vrai que la double convocation pour pouvoir permettre d'avoir des RRSE et de savoir la date du RRSE parce qu'elle est dans le dossier, et si elle n'est pas mise en œuvre partout, ça pose quand même des vrais problèmes sur certains territoires. L'absence d'utilisation du logiciel pilote, qui est à peu près le seul qui permet d'avoir les informations adéquates pour l'audiencement, pour pouvoir faire un audiencement qui permette de regrouper les procédures. On voit qu'il y a aussi des enjeux de mise en œuvre qui, sans parler des logiciels qui ne sont toujours pas complètement adaptés, qui rendent les choses, qui viennent complexifier les choses de manière plus ou moins importante selon les territoires. Bon, Oui, bon, Laurent Gebler, Cour d'appel de Paris. Moi, deux questions. Une pour Maître Combalès. Est-ce que les avocats aujourd'hui ont davantage tendance à faire appel des décisions sur la culpabilité? Est-ce que vous considérez finalement que, ne sachant pas ce que sera la sanction finale, quand il y a des renvois TPE, est-ce que vous constatez, vos confrères et sœurs, que voilà, il y a lieu de faire davantage appel à la sécurité aussi pour préserver éventuellement l'avenir? Puis j'ai une question, alors, par rapport à ce que disait monsieur, alors je suis désolé, il n'y a pas le panneau, mais ce que vous disiez tout à l'heure, ce qui me préoccupait un peu quand même sur l'absence vous dites que c'est très souvent des sorties sèches à l'audience de culpa après déferment et détention, parce qu'il n'y a pas la PJ n'a pas été en mesure de pouvoir faire des propositions. Bon, on est quand même sur un délai, alors qu'on ne puisse pas le faire sur un déferment, je peux l'entendre, sur un renvoi quand même à 3 semaines ou 1 mois, je suis un peu plus surpris. Je voulais savoir si c'était partagé d'ailleurs dans les autres juridictions ici représentées, et si oui, est-ce qu'on ne doit pas quand même considérer que si, alors on entend bien que la PJJ se disperse un peu partout, hein, entre vous dites les alternatives aux poursuites qui apparemment vous mobilisent beaucoup dans votre direction territoriale, mais également sur la présence aux audiences, etc. Mais enfin, est-ce que quand même la recherche de propositions alternatives pour l'audience de culpabilité pour un mineur détenu, est-ce que c'est pas une priorité?
C'est une priorité. Hein, c'est une priorité. Je prenais l'exemple surtout des mineurs multirécidivistes, ceux qui, voilà, en correctionnel, sont incarcérés. Et ils sont incarcérés, des fois ils font dans l'année 2-3 incarcérations, hein, c'est pas rare. Et c'est très difficile d'arriver à organiser dans la bonne temporalité, par exemple, et concrétiser, par exemple, une recherche de placement. Souvent, les éducateurs ont cette idée, hein, de dire, tiens, il va sans doute commettre encore un acte, il va passer à l'acte, il va être sans doute incarcéré. Et la recherche de place, elle est extrêmement... On est dans un système qui est très tendu. On peut l'avoir à un moment donné, mais si ça tombe sur la période où le jeune est incarcéré, on ne l'aura pas forcément encore. Est-ce à dire qu'il n'y a pas suffisamment de place dans les établissements de la PJJ pour l'orientation des jeunes? Très clairement. Très clairement. C'est vrai qu'on manque de place. Alors, on manque de place pour vraiment différentes raisons. Des fois, il y a des problèmes de locaux, il y a des chambres qui sont fermées, voilà. Mais on manque de place. Et du coup, on le regrette bien. Hein. On aimerait bien avoir au bon moment le placement. Alors, en CEF, c'est compliqué, mais même sur un UHC, voilà. Donc... pour sécuriser, essayer une DDSE sur une famille, c'est pas forcément sûr, donc on peut pas forcément mettre en place ce moyen-là. On va plus sur le placement extérieur, et le placement extérieur, pour nous, ça serait plutôt en foyer, sauf qu'il faut avoir la place. Vous semblez dire finalement que est-ce que c'est pas finalement plus facile d'avoir une place sur un déferrement immédiat, que la difficulté pour trouver une place à 3 semaines, c'est que même si vous en trouvez une, elle vous passe sous le nez entre-temps, c'est ça? Exactement. C'est un peu ça. Donc de dire, voilà, d'arriver à bloquer une... Ça, c'est vrai que c'est quand même quelque chose qu'il faudrait... voilà, la priorisation de la sortie de l'audience unique, parce que c'est normalement une audience unique quand le mineur est détenu, dont on a la date, ça devrait être une priorisation aussi importante qu'un déferment, puisqu'on a les mêmes enjeux d'incarcération. Oui. Et donc, c'est vrai que là, il y a quand même un souci s'il n'y a pas de priorisation par rapport au déferment qui va avoir lieu le même jour pour ces mineurs-là. Ça devrait quand même être une priorisation haute de pouvoir, pour un mineur incarcéré le jour de sa date d'audience unique. Moi, je trouve que c'est vraiment compliqué. Il y a la question des places et il y a la question de l'anticipation, et les deux vont ensemble, parce que souvent, il y a le mineur qui est incarcéré, il a, un CJ avec obligation de placement, puisque au moment du déferment, on n'a pas eu de placement, donc on a mis juste un CJ avec obligation de placement, et puis en espérant que la PJ va trouver quelque chose. Et du coup, au moment où il est incarcéré, normalement, les recherches elles ont déjà été faites, et ça devrait être la continuité et consolider et dire, bon, voilà, on vous avait parlé de ce mineur-là, il sort le temps, est-ce que vous pouvez le récupérer? Et en réalité, on se rend compte que ça dépend vraiment. Il y a des professionnels et des équipes qui ont réussi à faire ce travail-là, et d'autres pas du tout. Et en plus, le réflexe de proposer une proposition de sortie, que ce soit un aménagement de peine ou une sortie milieu ouvert, c'est pas toujours le cas. Enfin, moi, j'ai eu une audience unique mardi avec un mineur qui était détenu pour la première fois. Et j'avais... Alors, c'est un mineur très, très compliqué, hein, peut-être victime de traite des êtres humains, avec une famille très fuyante, qui a fugué de je sais pas combien de lieux de placement. Mais n'empêche que j'avais 0 projet à l'audience. On m'a juste dit, bon, on va continuer les mesures, et puis peut-être dans le cadre du CJ, j'avais aussi audience avec lui jeudi, il n'est pas venu. Hein. Bon, donc moi je trouve qu'il y a la question des moyens, mais il y a la question d'anticiper, et la question du projet de sortie, c'est pas du tout acquis par tout le monde. L'idée, moi j'ai déjà étonné des professionnels en disant, mais là il faut un projet. Puis parfois il y a la difficulté, comme la PJ elle est centrée sur l'éducatif, c'est la priorité. Parfois, ça provoque des choses un petit peu étonnantes. Moi, j'avais un jeune à un de mes derniers TPE qui était en audience unique.
C'était sa deuxième audience unique avec incarcération en quelques semaines. Et j'ai reçu un projet de la PJ qui avait réfléchi au projet d'une MEJ avec obligation de placement chez un parent qui est éloigné. C'était une bonne idée. Mais moi, je les ai appelés. J'ai dit, bah oui, mais c'est une DDSE, là. Enfin, c'est pas juste la MEJ. Le mineur, il a déjà 3 sursis probatoires. Donc on sent que sur la question d'application des peines, mais de la même façon que nous, en tant que juges, on n'est pas très bon encore en application des peines, je trouve. Je trouve que la PJJ, oui, voilà. C'est ce que je disais sur le poste sententiel, on a encore beaucoup à progresser. Hein. On a très peu de DDSE. Est-ce que les directions départementales ne devraient pas être en première ligne, je dirais, sur cette question du... Est-ce que les directions départementales ne devraient pas... Parce qu'on laisse finalement les éducateurs se débrouiller, alors ils arrivent à obtenir une place, ils se la font piquer, Est-ce que les directions départementales, est-ce qu'il ne devrait pas y avoir un changement d'organisation avec les directions... Quitte à réfléchir aussi, parce que je sais que ça a été dans les tuyaux à un moment, l'idée de confier une mesure de placement à la direction départementale qui ensuite chercherait le lieu adapté. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose vraiment à repenser de ce côté-là? Parce qu'on voit les éducateurs, en effet, qui courent partout, qui passent des coups de fil, qui se font piquer les places. Est-ce que ça manque pas un peu de... Je vous garantis que la direction territoriale est sollicitée par les... C'est-à-dire que souvent les éducateurs font les premières recherches. Nous, on leur demande de faire le retour des établissements qu'ils ont contactés et on essaie de faire nous aussi le tour des directions territoriales pour chercher des places. Comme on peut le faire dans le cadre de déferment, exactement pareil. Hein, on a certaines situations et souvent c'est souvent les jeunes qui ont fait déjà toutes les structures, qui sont connues de partout. Et c'est extrêmement compliqué de trouver un lieu qui puisse les accueillir. Et puis, les UEAT, pour les déferments, s'ils cherchent un CEF, c'est hallucinant en 2024, il n'y a pas de plateforme, etc. Ils appellent tous les CEF, les uns derrière les autres. Voilà, ça fait partie, ça fait 50 ans que c'est comme ça s'accroît, et c'est vraiment un des scandales de la justice des mineurs, on ne sait pas où les placer. Nous, les TPE, audience unique, détention, la PJJ n'a tellement pas de moyens de leur trouver des places qu'on a dû protocoliser avec Castres, qui est le ressort de l'AVOR, qui est notre OPM, pour que alors c'est souvent des MNA, parce qu'ils n'ont pas de famille, la porte de la prison s'ouvre, et puis il n'y a personne, donc il faut que Castres fasse une OPP, et qu'ils aillent dans un foyer de l'ASE du Tarn. Voilà, on en est là, c'est hallucinant, Je voudrais juste faire, c'est presque plus une observation qu'une question, pardon, Solène Donald, juge des enfants à Paris. Je pense que si on en est là aujourd'hui, c'est quand même parce que le Code de la justice pénale des mineurs avait pour but de réduire le recours à la détention provisoire des mineurs. Il y avait 650 détenus mineurs au 1er avril 2022, dont 75% en détention provisoire. Au 1er avril 2024, il y a 895 détenus mineurs. On est sur un pic, dont 57% en détention provisoire. Donc on trouvera de moins en moins de placements extérieurs pour ce motif, et je pense quand même que c'est pas possible de ne pas dire à quel point le CJPM a introduit une inflation répressive et que c'est de ça qu'on meurt. Deuxième point, et sur l'intervention des JLD, quand vous dites monsieur le procureur, qu'on s'est inquiété inutilement du fait que le contentieux de la détention allait revenir aux mains du JLD sans passage devant le juge des enfants, avec uniquement des observations que le juge des enfants peut faire. Nous, on fait des observations écrites systématiquement. Quand j'interviens à l'ENM sur la détention provisoire des mineurs, pratiquement nulle part en France, les observations écrites n'ont été mises en place. Donc, la plupart du temps, il n'y en a pas. Premier point. Deuxième point. Ce que je voulais dire aussi, c'est que structurellement, à partir du moment où la PJJ ne fait plus que rechercher des alternatives à l'incarcération, on a aussi complètement abîmé ce qu'est même un placement éducatif. Et aujourd'hui, si on s'interroge sur la manière dont on motive nos ordonnances de placement provisoire, et notamment en UHC, en fait, on les motive sur les critères de 144. Et oui, on fait des aménagements de peine, on fait de plus en plus de DDSE, mais ce ne sont pas toujours des DDSE choisis, c'est simplement qu'on doit aménager ab initio les peines d'emprisonnement de moins de 6 mois, on le doit, et que bien sûr, on ne pourrait pas le faire si on ne faisait pas un usage extensif de la DDSE, qui est souvent un choix par défaut. Voilà ce que je me permettais de dire. Ce n'est pas vraiment une question, mais c'est pour aussi alimenter davantage le débat. Merci beaucoup.
Sur le chiffre que vous donnez sur l'augmentation de la détention, on est sur un pic, sauf que quand même, la part dans ce pic de la DP diminue. Oui, elle diminue au profit de l'EP. Ah oui, mais ça veut dire que les peines sont peut-être plus lourdes. Ça, c'est aussi l'évolution. La part de la DP sur 100 diminue au profit de l'EP. Donc, on est d'accord, mais franchement, ça ne vous pose pas difficulté qu'on soit sur une telle augmentation de la détention des mineurs d'une manière générale? C'est positif que la part de la DP baisse. La détention provisoire, c'est quand même pas un jugement de condamnation. Et l'EP augmente parce que la délinquance des mineurs augmente. Monsieur le donc procureur, les peines augmentent. La répartition pré-CJPM de la détention, c'était 75% de détention provisoire. 4 sur 10, c'était des mineurs en détention provisoire suivis par un juge des enfants. 4 sur 10 par un juge d'instruction. Et puis après, le reste, c'était du criminel, etc. C'était marginal. Donc ça, c'est un effet automatique du CJPM. On en est d'accord. Est-ce qu'il y a lieu de s'en réjouir? D'une certaine manière, oui. L'un des objectifs, et ça fait 40 ans que le législateur veut réduire la détention provisoire des mineurs, c'était le souhait du garde des Sceaux Badinter. C'est lui qui a créé les UAT pour ce motif-là. Donc on est d'accord sur ce point. Cependant, les chiffres bruts de la détention provisoire des mineurs, 2 ans et demi après l'instauration du CJPM, qui avait pour objet d'avoir un effet de réduire le recours à la détention, on est obligé d'observer, me semble-t-il, sauf à ce qu'on me contredise. Moi, je ne demande que ça, qu'on me prouve le contraire. Mais il me semble que ça a provoqué une inflation répressive terrible qui ne fait qu'augmenter la difficulté qui était préexistante de trouver des lieux de placement. Moi, je voudrais juste réagir sur la question des OPP, des placements en général. C'est vrai que moi, là, cette semaine, je discutais avec des éducateurs de l'équipe avec laquelle je travaille qui me disaient qu'ils avaient vraiment beaucoup de mal à trouver des placements préventifs. Par exemple, je parlais d'un de mes mineurs qui a 15 ans, qui est en grande difficulté, qui fait des extorsions tout le temps, c'est sa passion, et il a des conditions de vie très difficiles et des conditions familiales qui justifient tout à fait un placement par ailleurs. En fait, ça fait des mois et des mois qu'on cherche un lieu de placement, et les éducateurs ils disent comme c'est pas en alternative, on a du mal à le trouver. Pour autant, il a vraiment besoin de cet accompagnement, il est tout jeune, si on l'accompagne maintenant, on peut vraiment construire autre chose avec lui, mais encore faut-il une place. Et pour l'anecdote, j'ai demandé à l'éducateur, il est parti la semaine dernière, du coup comment ça s'est passé cette première semaine? Il m'a dit finalement on n'a pas pu les envoyer au CER parce que toute l'équipe du CER est en arrêt. Donc j'ai dit mais pourquoi? Que se passe-t-il dans le CER? Il ne sait pas non plus. Donc bon, mon mineur, il va aller là-bas dans un mois. On ne sait pas trop pourquoi il n'y a pas d'équipe actuellement. C'est vraiment compliqué parce que le travail de juge des enfants, c'est aussi un travail d'anticipation et pas seulement alternative à l'incarcération. Et juste sur l'alternative à l'incarcération, quand on entend des parquetiers nous dire qu'ils ont saisi le JLD pour avoir un placement, et uniquement pour un placement, parce que s'ils savent que s'ils le demandent juste dans le cadre d'un CJ, ils l'auront pas, ça questionne aussi, parce que peut-être que le GLD, il va incarcérer, lui. Pascal Bruston, juge des enfants à Paris. D'abord, à votre attention, Madame Corrales, je ne sais pas si c'est le cas à Lille, mais en tout cas à Paris, il y a des tableaux des déferments qui sont connus du barreau et de tout le monde la veille, qui précise à la fois les qualifications retenues par le parquet, mais également toutes les propositions en termes de mesures de sûreté et mesures éducatives, ce qui quand même permet d'avoir 24 heures avant pour le barreau un peu plus d'informations sur les déferments du lendemain. Mais c'est TEDx. Oui, c'est TEDx, c'est tout bêtement TEDx. Donc je sais non, pas on si a le tableau aussi, mais on n'a que en fait les modalités de poursuite avec TPE, JE. Mais on a les qualifications exactes, non, on les a pas. En tout cas, nous, elles apparaissent sur TEDx, c'est quand même assez pratique. Mon observation est pas totalement une question, encore que c'était sur l'audiencement, qui est quand même le nerf de la guerre en matière de procédure, et notamment de procédure pénale. C'est quand même le cœur de l'intervention, pour indiquer qu'en tout cas sur les grands tribunaux, l'audiencement, à mon sens, est une grave difficulté aujourd'hui, et ça fait peut-être partie des points sur lesquels il faut qu'on arrive à travailler pour le futur, car autrement, à mon avis, le CJPM est encore en difficulté dans son application. Dans la mesure où on est passé
passé d'un audiencement où moi je considère que le co-audiencement marchait bien, et je ne peux parler que de ce que je connaissais Paris et très rapidement, pour dire que le co-audiencement marchait tellement bien après, enfin sous l'ordonnance de 45, qu'il marche toujours après, à savoir que le parquet nous sollicite sur comment fixer les dossiers dans le cadre de leur propre intervention, et ils ne sont pas censés en faire, ils nous sollicitent quand même. Et évidemment, on continue le co-audiencement pour les autres dossiers d'instruction, et on fait même du co-audiencement sur les renvois, qui sont du pur pouvoir du juge des enfants. Donc pour dire à quel point on s'entend bien sur ce point-là. Et pour autant, la fixation, c'est deux choses. C'est le choix d'une date et c'est la mise en état. Le choix d'une date, aujourd'hui, pour le parquet, les grands parquets, on se retrouve dans le TTR des majeurs appliqué aux mineurs, à savoir une grave difficulté pour trouver la bonne date et le bon audiencement qui permet à la fois de regrouper, qui permet de trouver une date d'audience, qui permet de calibrer intelligemment. Et ça, c'est excessivement difficile pour un parquet des mineurs dans les grands tribunaux, exactement comme c'est excessivement difficile à faire pour les majeurs. Donc les difficultés qu'on connaît dans toutes les assemblées générales de surcharge de la CI, de difficultés de fixation des CI, en fait, on l'a strictement importé pour les mineurs. C'était la première chose. Et quant au fond de la mise en état, je suis désolée de dire quand même que quand les juges des enfants renvoyaient devant eux des dossiers qu'ils connaissaient et qu'ils avaient instruits, nécessairement la mise en état, elle était faite, elle était bonne. C'est-à-dire, on savait exactement où était le mineur, où il fallait le convoquer, qui étaient les parents, s'il fallait un interprète, ceci, cela, etc. Aujourd'hui, dans les grands tribunaux, pour le parquet, c'est une charge énorme et d'une grande complexité que d'arriver à fixer correctement. Le résultat, c'est des centaines et des centaines et des centaines de renvois. Voilà, c'est là où on en est aujourd'hui. Donc c'est que de l'organisationnel, mais ça structure fondamentalement les choses. Alors, deux dernières questions, Geneviève et Madame, et après on va devoir arrêter malheureusement. Oui, moi je voulais revenir sur ce que vous disiez, Madame, sur les victimes. J'étais quand même assez impressionnée d'entendre que les audiences de culpabilité était une violence pour les victimes dans cette confrontation avec des enfants qui n'ont pas été préparés à rencontrer ces victimes, alors que, dans mon esprit, le CPJM, c'était justement l'intérêt de l'audience de culpabilité, c'était justement de répondre à ces victimes de manière rapide et de ne pas les laisser comme ça dans cette espèce d'incertitude. Parce que autrefois, le mineur, il était pris en charge. Je veux dire, il n'y avait pas d'audience de culpabilité, mais entre la mise en examen et le jugement, même si le jugement était tardif, il y avait un vrai travail de fait. Il n'était pas laissé à l'abandon. Et donc, c'est l'intérêt de l'audience de culpabilité, c'était bien pour les victimes. Alors, qu'est-ce qu'il en reste de l'intérêt de ce CPJM dans sa structuration, à part faire plaisir à l'opinion publique parce que les jeunes seront jugés rapidement, si d'une part les jeunes et d'autre part les victimes ne trouvent pas de réponse satisfaisante à cette organisation? Je dirais que ça dépend pourquoi les victimes elles sont là. Les victimes qui sont là juste parce qu'elles ont envie d'être indemnisées ou qui ont fait des constitutions de partie civile par écrit, pour elles, il y a sans doute un avantage, encore que derrière, dans l'exécution de cette condamnation civile, je pense que, enfin, nous, on ne le voit pas, mais à mon avis, c'est compliqué. Donc, pour ces victimes-là, qui viennent juste chercher leur indemnisation et qui n'ont pas vraiment d'aspect émotionnel par rapport à ça, le CJPM, c'est très bien. Pour celles qui viennent en attente de réponse, mais aussi de se dire... ce mineur, ce passage à l'acte, ça lui a fait prendre conscience qu'il a fait du mal à autrui et ça va le faire changer et il ne recommencera pas. Ce qui, je pense, moi, c'est ce que j'attends et ce que j'attendrais si j'étais victime, j'ai l'impression. Je pense que c'est très décevant, l'audience de culpa, parce que s'ils ont été déférés, il y a eu peut-être 1-2 rendez-vous avec la PJJ qui ont pu être menés entre eux, et il y a eu l'audience de déferment où on a essayé de mettre du contenu. Mais c'est trop court en termes de prise en charge. Le jeune, surtout, ils sont jeunes, ils sont immatures. Il y a leurs copains qui sont là. De toute façon, on a beau leur dire, mais ok, il y a vos copains, vous leur devez quelque chose. Je comprends, dans les codes, vous ne pouvez pas dénoncer votre copain, je le comprends, mais vous devez aussi quelque chose à cette dame dont vous avez arraché le sac à main. Et ça, c'est très difficile. Et je pense que, bah oui, pour les victimes, c'est très décevant. Je pense que beaucoup de victimes, elles sortent de l'audience en se disant, bah, c'est un idiot ce jeune, il a rien compris, il s'en fiche, alors que c'est pas vrai en fait. Je pense que beaucoup de victimes, de mineurs, ils ont honte de leur commission. Alors comment on pourrait faire ?
moi, je pense que parfois, ce serait intéressant que la victime, elle revienne à l'audience de sanction, mais encore faut-il qu'elle ait envie. Moi, je leur explique qu'elles peuvent venir ou ne pas venir, qu'elles ont le choix, qu'elles auront le jugement. Mais voilà, je comprends qu'elles n'en aient pas envie, surtout voilà, quand elles ont pendant 4 heures écouté un groupe d'adolescents ricaner alors qu'on racontait les traumatismes de 4 victimes. Bon, pas sûr qu'elle ait envie de revenir. Je pense qu'il y aurait peut-être quelque chose à faire dans la motivation des décisions, mais il y a toujours en fait l'idéal du CJPM, parce qu'en fait dans beaucoup des dysfonctionnements qu'on a parlé, il y a des choses, c'est des choses de désaccord sur est-ce que c'est bien ou pas ce texte, et c'est des débats qui sont légitimes à avoir, mais il y a beaucoup de choses. C'est parce qu'on n'a pas le temps, c'est parce qu'on est sous l'eau, et c'est parce qu'on n'a pas le temps de se parler et qu'on n'a pas le temps de réfléchir. Hein. Pourquoi est-ce qu'on ne prévient pas l'avocat qu'on envisage une audience unique? Parce que parfois, on y a pensé la veille, et puis il était 20h, on n'allait pas appeler l'avocat, et on y repense au moment où le dossier il est sur notre bureau, et on se rappelle que c'est ce dossier-là. Bon, digression. Donc pour la victime, moi je pense que si on motivait le jugement vraiment bien, en disant voilà, à l'audience de sanction, il a dit que, et qu'on citait des paroles in extenso, qu'on racontait ce qu'il a fait dans la mesure de réparation, peut-être que ça, si la victime elle le lit, elle choisit de lire le jugement, c'est pas sûr, mais admettons, peut-être que ça l'aiderait si la PJJ appelait la victime pour lui dire, mais encore faut-il que la victime elle ait envie de recevoir cet appel et qu'on le sache. Moi, je pense que ce serait dans l'information de la victime dans la deuxième partie. Mais moi, je sais que même les jugements que je motive, et j'essaye d'en motiver le plus possible, je motive pas sur qu'est-ce qui s'est passé dans le travail éducatif. Vraiment, j'ai pas le temps, en fait. Je priorise pas ça. Donc, il y a quelque chose à faire, mais sur la prise en compte émotionnelle des victimes à l'audience culpa, en tout cas, mon ressenti à moi, c'est qu'on n'y est pas du tout. Alors je pense qu'on peut quand même, en termes de police de l'audience, puisqu'on a la police de l'audience en tant que juge des enfants et que le CJPM nous donne des outils en termes d'utilisation du contradictoire, on peut aussi, par exemple, quand on sent sur des affaires de violence importantes, 4 mineurs, 4 victimes, avec des mineurs auteurs très jeunes, on sait que ça ne va pas bien se passer, on peut, par exemple, commencer par évoquer la personnalité des jeunes avant d'évoquer les faits, et au moment de l'entretien de personnalité où là, on peut ne pas faire venir tout le monde à l'audience, rappeler que l'audience, les victimes vont être présentes et qu'on attend de chacun un comportement exemplaire. On peut aussi faire une annonce liminaire en début d'audience TPE en disant que au moment où on expose la nature des faits qui se sont produits, l'exposé liminaire en fait, du président, rappeler qu'il y a eu un certificat médical avec un traumatisme important et rappeler qu'on a la police de l'audience et que s'il y a le moindre comportement inapproprié d'un côté ou de l'autre, on interrompra l'audience et qu'on attend de chacun beaucoup de dignité et des conseils qui soient auprès des jeunes qu'ils accompagnent aussi. On peut prévenir un certain nombre de situations comme ça. C'est vrai, il faut du temps, il faut un peu l'anticiper, mais je pense qu'il y a des possibilités pour le faire aussi, et on peut aussi avoir des expériences intéressantes de choses qui se passent à l'audience dans ce cas-là. Voilà, c'était pour compléter. Il y avait encore une dernière question. Catherine Marie, je suis assesseure au tribunal pour enfants de La Rochelle depuis une vingtaine d'années, professeure émérite de La Rochelle Université. Madame le juge, merci d'avoir évoqué les assesseurs dans votre communication tout à l'heure, parce qu'ils sont souvent oubliés. On a on constate un certain recul du rôle des assesseurs avec le Code de la justice pénale des mineurs, notamment la possibilité pour le juge des enfants en audience de cabinet de prononcer aujourd'hui des peines. Ceci étant, même quand le tribunal pour enfants est saisi, souvent il est saisi simplement pour la sanction et pas pour la culpabilité, ce qui fait que les assesseurs qui vont intervenir n'ont pas d'informations très précises sur ce qui s'est passé pendant l'audience de culpabilité, notamment sur les faits. Et même quand on est en présence du TPE pour la culpabilité et la sanction, souvent ce ne sont pas les mêmes assesseurs qu'on va retrouver lors des 2 audiences. Alors, moi j'en ai discuté longuement avec les juges des enfants de La Rochelle. Je comprends que ça soit compliqué pour les greffiers, pour les greffières, de prévoir les mêmes assesseurs pour les 2 audiences. C'est quand même un problème. D'une part, on a de moins en moins d'audiences. Je parle pour La Rochelle, on est 18 assesseurs et on a actuellement de 3 à 4 audiences par an. Ce qui, à mon avis, est passé. La plupart des assesseurs ne sont pas des juristes. La procédure, on l'a bien vu, est très complexe. Et il y a un certain nombre d'assesseurs qui me disent d'une audience sur
l'autre, ben finalement on a oublié la procédure. Et il y a une espèce de démotivation de la part des assesseurs. Alors j'aurais voulu très rapidement votre avis sur le sujet, sur le rôle des assesseurs, sur le sens de la présence des assesseurs. Moi je suis persuadée bien évidemment que leur rôle il est essentiel du point de vue de la collégialité, par le regard civil qu'ils apportent à la justice pénale des mineurs, mais nous assesseurs on s'interroge sur l'avenir des assesseurs. Ceci étant, je suis tout à fait favorable au code de la justice pénale des mineurs et notamment à la césure pénale. Alors, sur la question audience culpa, audience sanction, avoir les mêmes assesseurs, c'est vrai que nous aussi, c'est une difficulté qu'on rencontre. Alors, je sais que quand on renvoie à la même audience un certain nombre de dossiers, il y a certains assesseurs qui prennent la date d'audience pour se réinscrire en fait à l'audience sanction qui correspond pour pouvoir suivre le dossier. Mais parfois, ils sont aussi un petit peu piégés parce qu'il va y avoir quelques renvois qui vont intervenir à l'audience et donc ça suscite un peu des déceptions. Moi, je suis d'accord que c'est un problème parce que même si on est dans la logique du parcours du mineur, bah, évidemment, les faits à même parcours, on ne va pas mettre la même mesure ou peine selon les faits. Le rôle des assesseurs, moi, je trouve important sur le fait d'avoir une collégialité. Déjà, simplement de ne pas décider seul. Et ça, c'est un grand débat. Je parlais des questions audiencement du parquet. Autant parfois, moi, je ne comprends pas trop pourquoi le parquet, il audience en TPE certains dossiers. Alors, je sais, c'est parce qu'il a peur qu'après je le mette en cabinet et que je ne mette pas une peine. Mais je le ferai quand même si vraiment, avec les assesseurs, parfois on est d'accord pour orienter en cabinet. Donc ce n'est pas forcément une stratégie payante du parquet. Parfois, au contraire, moi j'ai eu ces derniers temps beaucoup de dossiers d'agression sexuelle, plus ou moins reconnus, qui me sont orientés en cabinet. Moi, je trouve que ce n'est pas possible, en fait. La salle n'est pas adaptée, il n'y a pas assez la solennité parce que je suis toute seule, il n'y a pas le parquet, que la victime, c'est souvent très important pour elle, même quand c'est des faits reconnus. Et puis, quand les faits sont à moitié reconnus, la collégialité, c'est très important. Après, je pense qu'il y a aussi ce que les assesseurs ils décident d'amener individuellement de leur parcours. Est-ce qu'ils viennent du milieu médical, du milieu scolaire, du milieu de l'insertion? Et ça, c'est intéressant quand on a des retours. Je dirais que la difficulté, elle est sur la professionnalisation des assesseurs et l'implication de chacun. C'est-à-dire que je pense que tous les juges des enfants qui ont siégé à des assesseurs, on siège avec certains assesseurs qui sont investis, qui ont préparé le dossier dans des conditions très dégradées d'ailleurs, et puis pour une rémunération qui n'en est pas une. Donc je comprends qu'il n'y ait pas... Voilà. Mais... et qui ont envie de parler, qui vont avoir une réflexion, qui vont essayer d'avoir... même s'ils ne connaissent pas les détails de la procédure, ça c'est pas grave, on est là pour ça. Et puis on a des assesseurs qui ne s'expriment pas en délibéré. Donc bon, c'est un petit peu difficile de donner de sens, ou qui sont sur des réalités qui sont complètement à côté. C'est vrai que parfois, il m'est arrivé d'entendre « Ah, je ne suis pas à l'aise avec cette qualification d'agression sexuelle, c'est son petit ami ». Bon, là, on est loin dans ce qu'il faut faire. Donc moi, je dirais que sans doute, on devrait mieux former les assesseurs au départ de leur parcours, mieux les traiter, parce que nous, ils consultent les dossiers sur des coins de table en 10 minutes et on vient 4 fois les chercher parce que l'avocat il veut vérifier une dernière chose parce que la numérisation elle n'a pas été faite correctement, parce que moi je ne l'ai pas préparé, parce que le parquetier d'audience il était à la paire mais du coup il descend, c'est un enfer, ils viennent, l'audience elle n'est pas là, donc je pense que si on traitait mieux les assesseurs, que ça pouvait être une activité, certes c'est par essence une activité à côté, mais où on peut vraiment, je sais pas, mettre une disponibilité et dire que voilà, c'est une journée par semaine ou une vraie journée tous les 15 jours avec un accompagnement du reste de la société professionnellement de ça. Peut-être que le rôle des assesseurs, il en serait valorisé. Alors, juste une remarque, l'Association nationale des assesseurs des tribunaux pour enfants, dont je suis administratrice, assure la formation comme elle le peut des assesseurs. Bien sûr, et puis à chaque juridiction en plus fait certaines choses. Nous à Bobigny, on accueille les nouveaux assesseurs, on les forme, on les emmène en détention avec nous. Quand on fait des visites de la maison d'arrêt, on leur propose de venir. Ils sont en général très volontaires et très participatifs. Malgré tout, ça dépend, on va dire. Voilà. Tout le monde n'a pas la même volonté de s'investir, je pense.
Et puis je crois que les réalités de territoire sont très différentes aussi, parce qu'effectivement, même là, quand vous dites, et je le constate aussi dans mon tribunal, plutôt une très forte diminution des TPE, alors qu'il y a une explosion dans d'autres juridictions. Donc on voit bien qu'en fait, les réalités ne sont pas les mêmes en fonction des territoires, petites, moyennes, grosses juridictions. Il y a des choses très différentes et des enjeux différents. Bobigny, pour la formation des assesseurs, forcément a un volume d'assesseurs important. Donc il y a des choses qui s'organisent qu'une petite juridiction va avoir plus de mal à faire. Donc voilà, c'est toute la subtilité de pouvoir et l'intérêt d'échanger tous ensemble. En tout cas, merci vraiment beaucoup à vous tous, tous les intervenants, parce que vraiment, voilà, c'était bien d'avoir cette table ronde. Et je clôture donc les échanges dans la partie colloque de cette année, puisque pour les adhérents, on se retrouve pour la partie Assemblée Générale cet après-midi. Merci à tous pour votre participation aussi en tant que participants. C'était important de vous avoir, et toutes les questions et les échanges qui furent riches avec la salle. Et on espère que vous avez aimé ces échanges et que vous participerez à notre prochain colloque, qui n'aura probablement lieu que dans 2 ans, puisque c'est une décision que nous avons prise au niveau de l'association, de faire plutôt un colloque tous les 2 ans, mais en revanche d'organiser des groupes de travail auxquels on associerait les juges des enfants qu'ils souhaitent, pas forcément d'ailleurs que les adhérents, sur certains thèmes, puisqu'on a des thèmes qui nous préoccupent tous et sur lesquels les échanges sont nécessaires, comme par exemple, à l'heure actuelle, le placement à domicile en fait partie, comment faire avec, après la décision de la Cour de cassation. Et on a décidé de plutôt partir sur l'organisation de groupes de travail, peut-être dans un format plus simple et en visio, pour partager de manière plus importante entre juridictions, justement, sur les pratiques, et l'année prochaine faire plutôt un colloque plus court qui serait simplement un retour des groupes de travail et éventuellement des positions que l'association aura pu aussi prendre suite à ces groupes de travail. Donc voilà, c'est une invitation à ouvrir plus largement, je dirais, les échanges au sein de l'association sur des thèmes particuliers. Merci.